Salut tout le monde, vous savez comme moi, les débuts d'année amènent souvent des réflexions sur soi, sur nos objectifs et sur nos habitudes. Dans les dernières années, j'ai sérieusement remis en question la consommation d'alcool dans ma vie, même si j'ai jamais été plus qu'un occasionnel buveur social ou consommateur social. Pour des raisons de santé, de performance sportive et de bien-être général, j'ai considérablement réduit cette consommation dans les dernières années. Et cette année, Parle-moi de santé fait équipe avec le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe. Ce défi, c'est une initiative collective qui vise à sensibiliser la population aux enjeux liés à la consommation d'alcool, tout en amassant des fonds pour financer des programmes essentiels de prévention, d'accompagnement familial et de traitement des dépendances. Donc, que vous soyez un petit ou un grand buveur, je vous invite à faire comme moi cette année et à vous inscrire dès maintenant au défi 28 jours sans alcool et de faire partie de l'équipe Parle-moi de santé du défi. C'est simple, clique sur le lien qui est dans la description de l'épisode d'aujourd'hui pour retrouver toutes les informations sur l'inscription. L'inscription ne coûte que 28 et c'est un montant qui fait toute la différence pour encourager la mission de la Fondation. Je vous encourage aussi à faire un don à la Fondation si vous avez à cœur comme moi leur mission. Tous les détails dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. On est de retour à Parle-moi de santé. Ici Alexis Goujon, physiothérapeute, pour un autre épisode numéro 83 aujourd'hui. On va parler d'un sujet extrêmement passionnant, c'est-à-dire les vertiges et les étourdissements. Et pour l'occasion, je reçois la physiothérapeute en direct de Québec, en fait, qui a fait la route de Québec à Montréal pour venir me voir au podcast. C'est Nathalie Savard, qui est une physiothérapeute clinicienne avec une très grande expertise de nombreuses années dans le milieu de la physiothérapie vestibulaire qu'on appelle, donc qui traite entre autres des problèmes de vertige, d'équilibre et des étourdissements. Et aujourd'hui, on a fait un tour d'horizon des principales raisons qui peuvent amener quelqu'un à avoir des étourdissements et des vertiges. On a fait la distinction entre ces deux phénomènes-là. Un tour d'horizon des diagnostics, des caractéristiques cliniques qui vont caractériser chacun de ces diagnostics-là et surtout des principes généraux clés d'intervention. Donc vraiment un sujet extrêmement passionnant. Il y a plusieurs personnes qui vivent des étourdissements, des vertiges et c'est important de comprendre qu'est-ce qui est possible d'être fait dans ces cas-là, parce que oui, il y a des solutions et c'est encore nébuleux dans la population générale que les physiothérapeutes sont très impliqués dans la rééducation ou dans la prise en charge des problèmes de vertige et étourdissement. Donc voilà, un épisode extrêmement passionnant avec une physiothérapeute, vous allez voir, extrêmement passionnée du sujet, Nathalie Savard. Donc je souhaite une bonne écoute sur cet épisode avec la physiothérapeute Nathalie Savard. Bon, alors, on est parti ce matin avec Nathalie Savard pour un autre épisode. Aujourd'hui, on va parler de vertige et étourdissement. Tu vas bien ce matin? Oui, merci. Toi aussi? Ça va super bien. Puis merci d'ailleurs d'avoir accepté l'invitation. Ça fait longtemps que je planifiais faire un épisode sur sujet vertige et étourdissement, qui est un sujet qui touche plusieurs personnes. En fait, c'est peut-être un peu le néant pour plusieurs personnes de naviguer à travers qu'est-ce qui cause les vertiges, qu'est-ce qui cause les étourdissements. Puis, on va avoir l'occasion de faire une espèce de crash course de A à Z. On va faire le mieux de notre possible pour être le plus détaillé possible, mais en restant, somme toute, accessible grand public. Donc, d'abord, pour te présenter brièvement, toi, tu es physiothérapeute dans la région de Québec, puis tu as débuté beaucoup en musculo-squelettique, puis ça fait près de 25 ans, je pense maintenant que tu fais de la rééducation vestibulaire, que tu t'attaques aux troubles des vertiges, des étourdissements, t'enseignes à différentes universités, tu as aussi présenté dans différents congrès comme formatrice également, puis tu travailles en clinique privée à temps plein. Puis, je t'ai invité aujourd'hui parce que tu es une des bonnes références. En fait, on m'a donné ton nom à plusieurs fois pour parler de vertige et d'étourdissement. Fait que c'était tout naturel pour moi de te recevoir. Est-ce que ça fait un bon tour d'horizon de tes principales occupations? Disons, actuelles, là, ça ressemble à quoi principalement tes occupations professionnelles? Ben, oui, ça ressemble beaucoup à ça, effectivement. Effectivement, ça fait aussi plusieurs années que j'ai gradué, mais je te dirais que peut-être l'évolution de ma pratique s'est faite en 4 étapes. J'ai gradué en 91 de l'Université Laval et là, je
je m'intéressais au musculo-squelettique, comme tu le mentionnais, principalement à la colonne cervicale. Et donc, comme tout bon physio, je posais mon questionnaire subjectif et je posais mes questions et je demandais aux patients, avez-vous des étourdissements, des vertiges? Ils me disaient oui, alors je cochais ma grille, mais je continuais parce que je savais pas trop quoi faire avec l'information. Mais tu savais qu'il fallait poser les questions. Oui, mais je n'étais pas capable de traiter l'information. Je ne processais pas. Ouais. Alors, en 1999, j'ai fait le cours d'Alain Godbout, le cours d'initiation à la rééducation vestibulaire. Alain Godbout, c'est le père de la rééducation vestibulaire au Québec. Vraiment. Et c'est grâce à lui aussi que les autres professionnels de la santé connaissent le fait que certains physiothérapeutes peuvent intervenir. Alors, on y doit encore énormément à ce jour. Ouais. Et Alain m'a transmis sa passion pour ce volet-là. Donc, j'ai appris après que mes patients aient des colonnes cervicales, que les patients avaient aussi une paire d'oreilles. Ouais. Il fallait s'intéresser. Et j'ai travaillé, j'ai intégré cette pratique-là. Et là, j'ai commencé vraiment plus à focusser ma pratique. Et vers 2007-2008, je suis allée suivre des cours de formation en Europe sur la neuro-ophtalmologie, la neurooptométrie. Et là, j'ai appris que mes patients avaient des yeux en plus. Alors, ça a été fascinant. Donc, ça, c'est ma 3e étape. Et là, depuis les 2-3 dernières années, j'essaie d'intégrer dans ma pratique toute la neuroscience parce que l'imagerie fonctionnelle nous démontre plein de choses qu'on ne voyait pas avant. Et donc, j'essaie d'intégrer ça dans ma pratique. Et c'est avec un très grand plaisir. Je pense que je vais avoir encore plusieurs années de bonheur à travailler avec cette clientèle-là. Oui, parce qu'une des choses qu'on oublie, en fait, c'est qu'on apprend à connaître l'interaction entre les différents systèmes. Donc, par exemple, le système des yeux visuels, le système dans les oreilles d'équilibre, qui est le système vestibulaire, notre cerveau, notre colonne cervicale, notre système proprioceptif sensoriel, les pieds, les mains, toutes les sensations qu'on reçoit. Et notre cerveau doit recevoir toute cette information-là pour l'interpréter, la traiter. Donc, ça peut devenir un beau puzzle, disons, pour démystifier l'origine des symptômes quand les gens se présentent avec des vertiges et des étourdissements. Peut-être d'emblée, discuter un peu du rôle des physiothérapeutes ou des professionnels de la physio en première ligne, parce qu'on a l'accès direct depuis longtemps maintenant. Les gens peuvent venir nous voir sans avoir consulté de médecin. Et les vertiges et les étourdissements, des fois, c'est des conditions bénignes. Donc, c'est pas des choses graves, mais ça peut mimer des fois quelque chose de plus grave. C'est quoi le rôle qu'on a dans le dépistage des pathologies graves, la capacité à faire un diagnostic différentiel, puis ensuite de faire la prise en charge pour rééduquer les problèmes de vertige et des étourdissements? Ben, écoute, je pense qu'en premier lieu, d'aller établir le diagnostic différentiel, c'est la chose la plus importante parce que, comme tu le mentionnes, un patient qui a des vertiges, ça peut être une condition qui soit très spectaculaire, mais non dangereuse. Mais il y a aussi des conditions sévères qui peuvent être mimées par une atteinte vestibulaire. Par exemple, on peut penser à un AVC cérébelleux. Alors, le patient va présenter des étourdissements, des vertiges importants. Des fois, il va y avoir des nausées, vomissements, de l'instabilité, un petit mouvement au niveau de l'œil dont on parlera plus tard. Donc, effectivement, ça peut mimer, mais évidemment que la prise en charge ne sera pas la même. Ouais. Donc, il faut, dans un premier temps, avec un questionnaire très efficace, très pertinent, un examen clinique qui est succinct, mais encore là, très pertinent, déterminer l'urgence thérapeutique devant nous. Est-ce que c'est un patient qui, oui, comme je l'ai dit, est très inconfortable, mais que c'est aucunement dangereux, puis on va faire une prise en charge typique en rééducation vestibulaire, ou on doit le rediriger, soit vers un médecin pour une éventuelle investigation, ou encore à l'urgence immédiatement. J'ai vu des patients, moi, arrivé en clinique le matin, puis après le bilan, on l'a envoyé à l'urgence et le patient était clippé en soirée parce qu'un anévrisme se préparait. Mm-hmm. Donc, le physiothérapeute a cette formation-là. On est capable d'avoir un bilan neurologique, on est à l'aise avec les nerfs crâniens généralement. Une formation vestibulaire, ça va de soi là, pour ce type de clientèle-là. Et à partir de là, on peut naviguer avec des algorithmes aussi qui sont reconnus pour assurer la sécurité des patients. Oui, absolument. Puis peut-être, tu sais, tu as déjà mentionné les mots vertige, étourdissement, instabilité. On pourrait essayer de définir pour bien savoir de quoi on va parler. D'emblée, vertige et étourdissement, c'est des mots que les gens utilisent de façon interchangeable. Ils ont de la difficulté à comprendre la différence. Et même chez les professionnels de la santé, c'est pas clair la différence. Donc peut-être essayons de différencier d'abord vertige versus étourdissement versus instabilité et de savoir que nous, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va surtout s'attaquer à comprendre les vertiges et les étourdissements. Parfait. Mais je pense que la confusion vient un peu de la traduction dizziness, vertigo, et donc je crois que ça vient de là à la base. Alors, si on s'intéresse d'abord au vertige, qui vient du mot verter, qui veut dire que ça tourne, c'est giratoire, ça spin. Les patients nous le miment lorsqu'ils nous en parlent. Ouais, ils vont dire les murs défilent. Ouais, et c'est viscéral. Ils savent où ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, avec qui, dans quelles circonstances. C'est spectaculaire, un vertige. Et souvent, le vertige, c'est la signature de la présence d'un nystagmus. Donc, c'est un mouvement oculaire au niveau de l'œil et ça témoigne que le corps est en souffrance. Donc, c'est pas un signe anodin, un nystagmus. Exact. Et ça, c'est le vertige. Si on pense maintenant à étourdissement,
c'est beaucoup plus nébuleux. C'est une kyrielle de symptômes. Les gens vont dire j'ai la tête légère, j'ai les pieds ronds, je marche comme sur un nuage, je me sens comme une quille sur l'eau. Donc, on voit que c'est beaucoup moins bien défini. Et ça va avec le type d'atteinte parce qu'il y a au-delà de 200 affections systémiques qui peuvent donner des types d'étourdissement. Donc, quand ton patient nous dit qu'il est étourdi, qu'il n'y a pas de sensation giratoire, on sait que l'évaluation subjective sera longue parce que là, il faut aller scanner tout ce qui pourrait être en cause. Ouais, exactement. Donc, c'est vraiment 2 signes distincts. Le vertige, c'est on va dire en physiothérapie, un drapeau rouge. On doit s'adresser à ça parce que s'il y a présence d'un nystagmus, il faut aller voir est-ce que c'est un nystagmus qui nécessite une urgence thérapeutique ou une prise en charge en vestibulaire. Alors que quand c'est un étourdissement, il faut aller davantage fouiller. Puis souvent, on va travailler en équipe multidisciplinaire. Il faut s'assurer que c'est pas un problème d'hypotension, que c'est pas un problème de glycémie. Bon, là, il y a une panoplie de choses qu'on pourrait énumérer. Ouais. Donc, c'est vraiment 2 choses distinctes. Toutefois, un patient qui est vertigineux va éprouver aussi des étourdissements. Mais l'inverse n'est pas vrai. On peut être étourdi sans avoir une sensation giratoire. Exact. Et des fois, les gens qui ont des vertiges, par moment, c'est de l'étourdissement qu'ils ont, par moment, c'est des vertiges, par moment, après la crise de vertige initiale, comme tantôt, on va parler du VPPB, les fameux cristaux dans l'oreille, mais des fois, les gens, ce qui reste après, c'est plus une sensation de malaise général, de flottement, et là, ça devient l'étourdissement. Donc, c'est même pour une même personne, ça peut alterner qu'est-ce qu'ils vont ressentir. Exactement. C'est un continuum, mais qui n'est jamais dans le même sens et qui peut être très aléatoire. Exact. Quand on parle d'instabilité, c'est autre chose. Puis comme tu le mentionnes, là, ça ne portera pas sur ce sujet-là principalement aujourd'hui, mais c'est lorsqu'on défie tout simplement les lois de la physique. Si je me penche trop à gauche, ben mon pied gauche devra aller s'appuyer au sol pour me retenir, sinon je risque de tomber, basculer. Donc ça, c'est un autre type de problème. Ouais, donc on pourrait rentrer ça un peu dans la catégorie perte d'équilibre ou trouble d'équilibre, grosso modo. Oui, c'est ça. Ça peut souvent aussi venir plus des orteils que des oreilles. Mm-hmm. C'est plus les membres inférieurs, le système somesthésique qui conduit les informations jusqu'au cerveau qui souvent peut être en cause. Mais c'est vraiment, je pense que tu pourrais faire un podcast sur ce sujet-là aussi avec une autre personne. Effectivement. Mais ceci dit, dans les différentes pathologies qui peuvent amener des vertiges et des étourdissements, des fois, ça peut s'accompagner d'instabilité. Puis on aura l'occasion d'en parler. Il y en a certaines précisément qui vont vraiment avoir de la difficulté à se tenir en équilibre quand ils vont être dans leur crise aiguë, par exemple. Tout à fait. L'instabilité fait partie du problème de vertige et d'étourdissement, mais la cause, là, c'est là qu'on va travailler différemment. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de concepts qui nécessitent un peu plus de compréhension sur comment ça fonctionne, grosso modo, le système d'équilibre, le système vestibulaire. On a d'abord ce qu'on appelle le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Et à l'intérieur du système vestibulaire, peut-être même en premier, comment on définirait juste de façon simple c'est quoi le système vestibulaire? Puis ensuite, on pourrait faire la nuance, la partie centrale et la partie périphérique. OK. Bien, mettons qu'on part de l'extérieur. On a d'abord, parce que les patients, quand ils viennent en clinique, ils veulent souvent qu'on regarde les oreilles. Mm-hmm. Et ça, bien, on verra rien. Parce qu'on a l'oreille externe dans laquelle on met le Q-tip, si on veut, là, puis qu'il y a de la cérumen. Et il y a un tympan qui ferme ça. Donc, même si je voulais aller voir plus loin, je ne serais pas en mesure de le faire. Ensuite, on a l'oreille moyenne qui est en communication avec la gorge, avec la trompe d'Eustache. Donc, c'est pour ça que souvent que des infections des voies respiratoires pourraient éventuellement donner une atteinte vestibulaire. Et par la suite, à l'intérieur de ça, il y a le système vestibulaire proprement dit, dans l'oreille interne. Et le système vestibulaire est isolé du reste de l'oreille moyenne, normalement. Et dans l'oreille interne aussi, on a la cochlée. Donc, dans l'oreille interne, on a 2 structures, la cochlée, qui est responsable de l'audition, et le vestibule, qui est responsable de l'équilibre. Le vestibule, proprement dit, c'est une structure qui est constituée simplement de tuyauterie, si on veut. On a 3 tuyaux à gauche, 3 tuyaux à droite. Ces tuyaux-là sont remplis d'un liquide qu'on appelle l'endolymphe principalement. Et lorsque je bouge la tête, l'endolymphe va bouger et va aller stimuler des cellules nerveuses pour dire à mon cerveau que je suis en mouvement. Ces 3 canaux-là ont pour rôle de détecter l'accélération qu'on dit angulaire. Donc, ça fait longtemps qu'on a compris ça. C'est pour ça que les premiers manèges, là, les merry-go-round, on mettait un axe, on faisait tourner des petits chevaux autour, puis les gens étaient heureux. Plus tard, on a découvert 2 autres structures de l'oreille interne, soit les otolithes, l'utricule et le sacule qu'on appelle. Ces 2 structures-là ont pour rôle de détecter l'accélération qu'on va dire linéaire. Quand on débarque de l'ascenseur là, puis qu'on a un petit feeling, ou encore quand on accélère en avion puis qu'on se sent s'appuyer la tête contre le Quand dossier. on descend d'une bosse en voiture, là, quand on roule trop vite. Exactement, c'est ça. Alors ça, c'est l'accélération linéaire. Donc, c'est détecté pas par les canaux, mais par 2 autres structures. Et ça, on l'a compris plus tard. Et c'est pourquoi les catapultes, comme
comme type de manège sont arrivés dans un deuxième temps. Et là, on s'est dit, pourquoi pas pousser le plaisir? Alors maintenant, on catapulte en faisant Exact. des rotations. On combine les stimulations. Exactement. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le système vestibulaire a un rôle de gravicepteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sacule et l'étricule vont nous permettre de détecter l'accélération linéaire, mais si je pars en période d'accélération, si j'incline ma tête puis que j'arrête de bouger, j'aurai plus d'informations de mon système vestibulaire, ce qui serait pas très adéquat. Donc, à cause de la façon dont c'est fait, à ce moment-là, ils vont toujours nous informer, même si on n'est pas en processus d'accélération. Donc, ils sont toujours en train d'orienter la tête dans l'espace, le corps dans l'espace. Exactement. Ça dit à notre cerveau, on est en train de tourner à gauche, on est en train de se pencher. Et c'est pourquoi, quand on a un problème au niveau de ce système-là, bien, ce sont le genre de mouvements qui peuvent créer des symptômes, des malaises, etc. Tout à fait. Et si maintenant on parle de la partie centrale, donc il y a des nerfs au niveau du système vestibulaire périphérique, puis ces nerfs-là vont apporter de l'information au cerveau. C'est quoi le rôle du système nerveux central de la partie vestibulaire? Comment ça va interpréter tout ça? Bon, ben effectivement, à partir de l'oreille interne, il va y avoir un petit nerf qu'on appelle le nerf crânien 8 qui va rentrer dans le tronc cérébral. Et de là, il va y avoir une multitude de projections. Les principaux systèmes qu'on parle souvent, ce sont les yeux. Donc, on va avoir une connexion avec le colliculus supérieur. Et là, les yeux vont avoir une information de l'oreille. Ils vont comparer, est-ce qu'on dit la même chose? Et il va y avoir aussi une projection au niveau du système somesthésique, principalement de la colonne cervicale, pour voir est-ce que le cou est d'accord. Alors, comment ça fonctionne, le système vestibulaire? C'est qu'il décharge en permanence à ton cerveau. On va parler en termes de hertz. 90 hertz à droite, 90 hertz à gauche. Et le cerveau fait la différence entre les deux. Ça donne 0, donc je ne suis pas en mouvement. Si moi, je choisis de tourner ma tête à droite, l'oreille de droite sera stimulée, l'oreille de gauche sera inhibée. On dirait, mettons, plutôt qu'être à 90, on sera à des chiffres arbitraires, là, 120 et 80. Mm-hmm. Le cerveau va dire 120 moins 80, 40. Haha, je suis en train de tourner à droite. Et il va aller valider avec le système visuel qui vont dire oui et avec les muscles du cou qui vont dire oui également. Si toutefois il y a une incohérence dans ces messages-là, on pourra commencer à avoir la présence d'étourdissement et de vertige. Donc, c'est vraiment une interaction et une communication. C'est une espèce d'orchestre entre ces différents systèmes-là. Et la job du système nerveux central, c'est de toujours s'assurer que l'information des yeux, l'information du cou et les informations dans le vestibule à l'intérieur de l'oreille concordent. Oui, exactement. Puis il y a beaucoup d'autres connexions parce que on le sait, hein, si on a un vertige, là, on sort d'un manège, par exemple. C'est un vertige qu'on a choisi d'avoir. On va d'abord avoir de l'instabilité parce que là, le cou va avoir été très stimulé. Puis on parle du cou, mais il y a le cervelet. Le cervelet, c'est un énorme noyau vestibulaire. Il y a un très, très grand rôle à jouer. Donc, eux vont changer notre contrôle postural. On voit que tout bouge autour de nous parce que nos yeux vont faire un mouvement qu'on appelle le nystagmus. Donc, on est très inconfortable. Mais c'est pas assez. Il y a aussi une connexion avec le système nerveux autonome. Donc, en plus d'avoir ce feeling-là, on va avoir la nausée pouvant aller jusqu'au vomissement aussi. Oui, exact. Le système nerveux autonome qui peut donner toutes les sensations de chaleur, nausée, cette espèce de réaction de malaise générale. Là. Oui. Puis de plus en plus, on reconnaît aussi que le système vestibulaire va connecter avec les fonctions mnésiques, c'est-à-dire la mémoire, les capacités d'apprentissage. Fait que quand on sort d'un manège, quelqu'un essaie de nous passer une matière théorique, c'est sûr qu'on ne l'enregistre pas. Oui. C'est un très bon point. Donc, c'est vraiment multi-connecté, ces systèmes-là. Et c'est ce qui rend la complexité de la tâche quand on essaie de les rééduquer parce qu'il faut comprendre quels systèmes doivent être travaillés, puis comment les travailler en synergie, si on veut, pour s'assurer d'une intégration puis une amélioration au niveau des symptômes. Exactement. On va bientôt se lancer dans le vif du sujet des différentes pathologies en soi. Avant ça, je voulais juste faire une présentation sommaire de la classification internationale vestibulaire qu'on avait dit qu'on ferait juste d'entrée de jeu pour que les gens comprennent que les experts, ou disons les chercheurs, puis c'est surtout au niveau de la Société Barani qui organise un petit peu comment on classifie les différentes pathologies. On a 5 grandes catégories, puis je vais les lister rapidement. Comme ça, tantôt, quand on va faire le diagnostic différentiel, les gens vont pouvoir se référer puis être capables de le mettre un peu dans les catégories. Donc, je l'ai mis devant moi pour être sûr de rien oublier. Donc, catégorie 1, c'est ce qu'on appelle, puis à chaque catégorie, tu me diras si tu veux compléter, ajouter un bonus d'information. Donc, les catégories 1, c'est ce qu'on appelle les vertiges paroxystiques positionnels. Fait que ça, c'est des crises de vertige que les gens vont avoir qui vont être provoquées vraiment par les changements de position de la tête. Puis c'est probablement ce que les gens auront connu le plus s'ils ont consulté en physio pour le fameux VPPB qu'on va aborder tantôt. Mais il y a d'autres éléments qui pourraient causer ces crises de vertige positionnels-là. Quelque chose à ajouter?
Ça fait le tour. Disons que c'est les plus communes, ce sera le VPPB. Là. Exactement. On a ensuite la catégorie 2 qui est les crises récurrentes de vertige spontané. Fait que ça, encore une fois, c'est des crises de vertige, mais ils n'ont pas d'éléments déclencheurs de façon systématique. Fait que c'est plus difficile pour les gens d'identifier qu'est-ce qui les cause. Fait qu'on rentre là-dedans. Là, je vais juste lancer les termes parce qu'on va en reparler tantôt. Les migraines vestibulaires, la maladie de Ménière, par exemple. La catégorie 3, qui est souvent celle qui va faire un peu plus paniquer les gens et qui peut les amener à l'urgence des fois, c'est la crise soutenue de vertige rotatoire. Donc ça, c'est vraiment une crise de vertige de longue durée qui a tendance à pas vraiment arrêter. Puis, on va avoir ce qu'on appelle un syndrome postural de pulsion directionnelle. Donc, les gens, quand ils vont marcher, ils seront pas capables de marcher droit. Ils vont vraiment être poussés d'un côté. Ils vont se tenir les murs pour être capables de marcher. Puis là, bon, des fois, ça pourrait être un AVC, une des conditions graves qui peut donner ces vertiges-là. Mais des fois, là, on lance les termes de labyrinthite, de névrite, neuronite. Donc, c'est les genres de choses que les gens vont reconnaître. On va en parler dans quelques instants. Catégorie 4, c'est les crises fréquentes d'étourdissement ou d'instabilité. Fait que ça, c'est soit de l'instabilité posturale, fait que les gens qui ne se sentent pas nécessairement parfaitement solides sur leurs pieds, accompagné d'étourdissement. Fait que là, on est plus dans la sensation de tête légère, je me sens flotter, peut-être un peu comme si j'ai la tête dans les nuages, qui peuvent arriver de façon récurrente dans la journée. Puis, il peut y avoir différents déclencheurs. Fait que des fois, ça peut être les sons, les stimulations visuelles, certains efforts physiques, les positions de la tête. Puis là-dedans, on rentre les migraines vestibulaires qu'on va aborder, qui est un sujet vraiment fascinant. On rentre aussi les étourdissements qu'on appelle cervicogéniques, donc qui proviennent du cou. Puis ça, on va en reparler tantôt, comment ça se fait que le cou peut donner des étourdissements. Et la dernière catégorie, qui est la catégorie 5, qui est simplement l'instabilité sans avoir d'autres déficit neurologique qu'on appelle. Donc, c'est des gens qui vont avoir plus des étourdissements ou de l'instabilité sans nécessairement avoir le fameux syndrome pulsionnel où on marche pas droit. Puis là, bon, c'est des choses peut-être un peu plus rares, là, mais le mal de débarquement peut rentrer là-dedans. Des fois, si on a une atteinte des deux vestibules par ce qu'on appelle autotoxicité, par exemple avec des médicaments. Donc, on va, tu sais, ça, c'est peut-être un peu moins spécifique dans les pathologies qu'on va aborder, mais ça nous donne un peu une idée des 5 catégories. Oui, puis on pourrait rentrer aussi avec l'usage des technologies, des écrans, le cybermalaise dans cette... Oui, absolument. Ce qui peut être très dérangeant maintenant. Excellent. Donc, parlons des problèmes vestibulaires communs. Puis, tu sais, je parle de problèmes vestibulaires. Tu sais, là-dedans, il y en a qui ne sont pas nécessairement des problèmes vestibulaires en soi, mais on va parler des pathologies communes qui peuvent donner vertige et étourdissement. On va les passer une par une, puis à travers tout ça, on va essayer d'identifier, grosso modo, qu'est-ce que c'est, cette pathologie-là, comment ça se présente, puis qu'est-ce qu'on a tendance à faire pour le traitement, de façon générale. Un petit mandat qu'on se donne. Donc, commençons avec le VPPB, vertige paroxystique positionnel bénin, qui est, je crois, la chose la plus commune que les gens connaissent. Ils vont souvent parler, dans le langage populaire, les cristaux dans les oreilles qui se déplacent. Oui. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est le VPPB? Puis, qu'est-ce qui arrive quand on a un VPPB? Bon, comme le nom l'indique, vertige. Donc, le patient va avoir une sensation que ça spinne, que ça tourne. Positionnel, c'est en fonction de la position de la tête dans l'espace. Pas de la tête sur le tronc, mais bien dans l'espace. Donc, c'est souvent quand on va être couché, quand on va s'asseoir le matin, on se penche pour attacher notre soulier et on se relève. Donc, il y a vraiment un caractère positionnel qui est important. Paroxystique, ça débute lentement, ça devient très intense et heureusement, ça cesse. Mm-hmm. Et bénin, c'est le mot qu'on aime le plus. Bien que ce soit spectaculaire, ce n'est aucunement grave. C'est pas annonciateur d'une autre maladie non plus et c'est quelque chose qu'on peut bien traiter. Donc, qu'est-ce que c'est en soi? Tout à l'heure, je vous parlais des canaux semi-circulaires puis des deux autres structures là, qui sont l'utricule et le sacule. Donc, pour une raison que la science comprend encore mal, il y a des petits cristaux à l'intérieur de l'utricule qui vont se détacher. Il y a un lien de protéines qui les tient collés normalement et on ne comprend pas trop pourquoi, mais ce lien-là fait défaut. Alors, les cristaux vont être libérés. Donc, c'est pas comme une pierre sur le foie où là, les cristaux vont se former. C'est normal d'en avoir. On en a au-delà de 200 000 et en permanence, il y en a qui tombent puis il y en a qui se régénèrent. C'est 2 fois plus petit qu'un globule rouge. Donc, quand on va dire, va voir le physio, va les replacer, j'ai pas cette prétention. Je pense pas que je suis capable de faire ça. Que ça fonctionne. Pas tout à fait. Alors, quand les petits cristaux quittent l'utricule, ils vont aller migrer dans les canaux. Et lorsqu'ils migrent dans les canaux, ben, ça va faire une asymétrie entre l'oreille de droite et l'oreille de gauche. Le cerveau va détecter ça comme étant
en souffrance et il va provoquer un nystagmus et là, le patient va ressentir son vertige. Alors, le but de la technique de traitement ou des techniques de traitement, c'est de prendre ces fameux petits cristaux et en respectant la loi de la gravité, souvent, ou l'inertie des liquides, les prendre et les refaire tomber ou dans l'utricule, où là, il y a une densité de calcium suffisamment importante qui vont venir détruire ces cristaux-là. Et dans 28, 32, 36 jours, des nouveaux cristaux vont être formés. Si toutefois ils sont de qualité, ils vont rester collés. Si pour une lésion qu'on comprend mal encore, une raison qu'on comprend mal encore, ces cristaux se détachent, bien, le patient va avoir l'impression qu'il fait une récidive. Ce n'est pas ces vieux cristaux qui ressortent, c'est les nouveaux qui sont tombés. Oui, exactement. Puis, cette condition-là, elle a tendance à arriver principalement chez la clientèle un peu plus âgée. Tu sais, c'est rare d'avoir des gens qui ont ça dans la vingtaine, trentaine. Des fois, après un trauma, ceci dit, qui pourrait déloger peut-être certains cristaux. Mais règle générale, ça apparaît de façon insidieuse, sans raison. Puis, tu sais, c'est plus la clientèle 50, 60, 70 ans. Selon la littérature, oui, mais pour en faire depuis longtemps, mon plus jeune patient avait 3 ans et mon plus âgé 103. Ah ouais, hein? Oui. Je sais que c'est rare, là, quand ça arrive chez un enfant, c'est pas le premier diagnostic qui va tomber, là. Ouais. Mais effectivement, c'était bel et bien le cas. Et cet enfant-là avait été hospitalisé parce qu'elle voulait plus se coucher. Puis là, il y avait un nouveau bébé dans la famille. On pensait que c'était une réaction de maladaptation et tout ça. Elle était hospitalisée pendant une semaine, investiguée en psychiatrie, on ne trouvait pas. Puis elle avait raison de ne pas vouloir se coucher. On voyait quand elle se couchait, elle avait un nystagmus. Ce qui est très, très important dans le vertige positionnel, c'est qu'on dit on se couche, ça tourne, puis bon, là, il y a un mouvement de l'œil. Et ce mouvement-là, là, il est excessivement important parce que c'est ce mouvement-là qui va d'abord nous confirmer que c'est un vertige positionnel et qui va nous dire aussi la technique de traitement qu'on devra faire. Je sais que la technique des plaies est très populaire. Ouais. Je sais qu'on la recommande. On va aller sur les internets de ce monde puis trouver la technique. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas un problème dangereux, mais si on veut un traitement efficace, il faut être beaucoup plus spécifique. Alors, quand on va coucher le patient, on va voir un mouvement de l'œil, c'est les directions de l'œil. C'est la signature de ce qui se passe dans l'oreille. Et c'est ça qui va nous permettre d'abord, comme je le dis, de confirmer qu'il s'agit bel et bien d'un vertige positionnel, que la prise en charge, ben ça sera un traitement pour ce type d'affection-là. Et là, ça va nous permettre aussi de déterminer quelle technique on va utiliser. Parce que selon que les petits cristaux se situent dans un des 3 canals ou encore qu'ils se déplacent dans une direction plutôt que dans l'autre, ben j'aurai pas la même méthode de traitement. Ils disent bien plus que 2 techniques de traitement. Oui, c'est ça. Souvent, quand j'ai tendance à parler des diagnostics différentiels, si je collabore avec des médecins, par exemple, je leur dis, tu sais, il y a environ probablement une dizaine ou une douzaine de possibilités de combinaison des techniques. Tout à fait. Ceci dit, c'est vrai que le canal postérieur, qui se traite avec la technique des plaies, est le plus fréquemment atteint. Donc, c'est peut-être pour ça que, de façon chanceuse, en donnant la technique des plaies, les gens réussissent plus souvent qu'autrement, mais ce n'est pas systématiquement ça la technique à faire. Il faut une bonne évaluation, évaluer le mouvement des yeux pour recommander la bonne manœuvre de repositionnement. Oui, puis si on a la bonne manœuvre, généralement, une manœuvre, des fois 2. 95% des patients à la clinique, on les voit une fois. Et si le patient ne répond pas, ben faut douter d'abord, est-ce que j'ai fait une bonne lecture du nystagmus? Est-ce que j'ai identifié le bon canal? Est-ce que la technique est indiquée? Il y a plusieurs choses. Et j'ai un petit bémol aussi quand on donne la technique de traitement à faire à la maison. D'abord, il faut bien identifier le canal. C'est pas normal de dire, des fois, les patients arrivent en clinique puis nous disent, je le fais des 2 côtés. Ouais. Ça, c'est parce qu'on a mal identifié, en tout cas, le canal à la base. Et des fois, la personne, elle vit seule. Elle est âgée, elle a un petit peu d'arthrose cervicale, fait du cholestérol. Et on lui demande d'aller mettre sa tête dans le vide et de reproduire un étourdissement, de s'asseoir sur le bord du lit. Ensuite, elle va être instable puis s'assurer qu'elle ne chute pas. Donc, il y a quand même une prise en charge, je pense qu'il faut faire attention. Bien que le problème soit banal, il ne faut pas banaliser les impacts d'un VPPB, parce qu'on sait que ça augmente de beaucoup le risque de chute. Donc, imaginez que si la personne se reproduit le vertige, le traite pas au complet, se lève, elle s'en va un peu titubante, ça peut être à risque aussi. Oui, donc il y a un filet de sécurité, il y a des recommandations, des consignes à donner si on donne la manœuvre d'autotraitement à la maison pour s'assurer que ce soit sécuritaire de la façon que c'est fait. Oui, puis on va préconiser la manœuvre qu'on va appeler de Radke, où là, le patient va avoir la tête sur le lit plutôt que dans le vide. Déjà, ça va être plus favorable. Exactement. Puis là-dedans aussi, il y a de l'évolution. On parlait de la technique de Sémon avant, maintenant on parle de la technique de Sémon+. Alors, il y a une multitude de techniques qu'on peut utiliser et les techniques qui s'adressent au canal postérieur, Sémon+ et plaies, ne fonctionneront pas bien si on a un canal horizontal qu'on appelle. Les horizontaux, c'est vrai qu'ils sont moins fréquents, mais moi, j'ai un service d'urgence à la clinique et si ça a commencé ce matin, ça se peut que je vois plus d'horizontaux que les patients qui attendent sur une liste depuis 3-4 mois. Et les horizontaux, c'est surtout les Italiens qui font des études sur ce sujet-là.
Et ils publient pas nécessairement en anglais. Donc, je pense qu'il y a un petit peu de la difficulté au niveau de la littérature aussi, mais c'est de savoir que ce canal-là peut être présent et surtout quand le patient manifeste beaucoup de symptômes de vomissement ou justement tantôt on parlait du système nerveux autonome, de la pâleur puis de la moiteur. Souvent, le canal horizontal est plus connecté avec le système nerveux autonome que le canal postérieur. Puis, est-ce que je me trompe ou ça a tendance à donner peut-être un vertige un peu plus impressionnant, un peu plus intense que le canal postérieur? En fait, je pense que ce qui donne cette impression-là, c'est qu'un canal postérieur, le patient il va être bien d'un côté et mal de l'autre. Tandis qu'un canal horizontal, qui se tourne à droite, qui se tourne à gauche, il sera jamais confortable. Exact, à cause de la position des canaux par rapport à la gravité. Exactement. Puis c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pas parce qu'on se couche à droite que le problème est nécessairement à droite. Exactement. Donc, c'est vraiment la lecture du nystagmus qui fait foi de tout. Ouais. On l'avait pas distingué d'emblée, mais tu avais parlé qu'il y avait 3 canaux. Donc, on a le canal postérieur, le canal horizontal et le canal antérieur. Puis, ils sont tous placés à 90 degrés l'un par rapport à l'autre. Oui. C'est pour ça qu'il y a certains mouvements qui vont bouger, disons, le contenu d'un canal dans une direction et que d'autres mouvements ne le feront pas. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on a différents tests spécifiques pour évaluer chacun des canaux et qu'on a une manœuvre spécifique aussi pour le canal, dépendamment de chaque côté. Oui, puis si le patient ne répond pas à cette manœuvre-là, c'est pas l'idéal de s'entêter. Effectivement. C'est Einstein qui dit c'est la folie. La folie de refaire refaire la même chose en s'attendant à un résultat différent. Et voilà. Alors, si ça ne fonctionne pas, il faut aller vers d'autres techniques. Puis, tu sais, on parle des canaux, puis là, on s'imagine que c'est tous des beaux petits canaux, tout uniformes. Mais à l'intérieur des canaux, là, il y a des endroits où c'est plus étroit aussi. Ça se peut que les petits cristaux ne veuillent pas passer. Là. Donc, on va devoir utiliser, la gravité, mais des fois, la vélocité, la vibration. C'est pas toujours efficace, mais il faut avoir des alternatives si notre patient ne répond pas. Ouais. Moi, c'est ce que je retiens, c'est que c'est pas normal de faire la manœuvre à répétition, sans arrêt, sans avoir de résultat. Effectivement. Il y a un faible pourcentage de la clientèle, par contre, qui vont pouvoir faire des récidives. La seule chose que la littérature, là, pour l'instant, s'accorde, et ça, c'est actuellement, parce que on se serait vu il y a 6 mois, puis ça aurait peut-être été différent comme réponse, c'est une carence en vitamine D. Donc, les études démontrent que les gens qui ont des carences en vitamine D sont beaucoup plus sujets à faire des récidives de VPPB. Alors, moi, si j'ai une personne, pas qui récidive une première fois après 28 jours, là, je me dis c'est peut-être juste un petit défaut de manufacture temporaire, mais s'il y a une tendance à récidiver sur quelques mois, je vais demander un dosage sérique. Des fois, les gens vont prendre la vitamine D, mais ils ne l'absorberont pas, puis elle va tomber dans la cuvette. Donc, on fait un dosage sérique, une formule sanguine, on démontre une carence en vitamine D, puis là, le protocole de prise de vitamine D va être un peu différent. Quand même intéressant. Le podcast est présenté par Overview. C'est une plateforme en ligne pour les professionnels de la santé où tu peux t'abonner pour avoir accès en tout temps à une synthèse de tous les guides de pratique clinique en réadaptation musculo-squelettique. Donc, tu te demandes si une intervention serait recommandée ou non pour une patiente que tu as vue cette semaine. En quelques clics sur Overview, tu as réponse à ta question. C'est une ressource fiable, innovante dans le transfert de connaissances et ça permet d'avoir accès rapidement aux meilleures pratiques, chose que je valorise grandement personnellement comme physiothérapeute dans mon travail. En plus, Overview, c'est une entreprise menée par une jeune physiothérapeute inspirante ici même au Québec qui veut faciliter la vie des professionnels pour avoir une pratique basée sur les évidences scientifiques. Si tu veux une réduction de 10% sur l'abonnement individuel, tu peux utiliser le code SANTE10, SANTE 10, et tu peux aller jeter un coup d'œil au site web d'Overview en cliquant sur le lien qui est dans la description de l'épisode du podcast. Tu as parlé du nystagmus, ce fameux mouvement réflexe de l'œil qui est la signature caractéristique d'un vertige. Si on essayait d'expliquer simplement qu'est-ce qui cause le nystagmus ou pourquoi un nystagmus arrive quand il y a cette pathologie-là, comment on l'expliquerait? Bien, en fait, si on fait une définition du nystagmus, c'est un mouvement qui va se produire au niveau de l'œil et il va avoir 2 phases. Toujours une phase rapide dans le contexte dont on parle, là, une phase rapide dans une direction, une phase lente dans l'autre direction. Donc, c'est pas que les yeux bougent n'importe comment. Il y a vraiment des mouvements très, très attendus. Selon le canal qu'on va stimuler, on s'attend à un nystagmus très typique s'il y a une pathologie parce que chaque canal est attaché au muscle extraoculaire de l'œil. Donc, c'est vraiment un lien, une combinaison directe. Alors, si je stimule mon canal postérieur, je m'attends à ce que mon œil fasse un mouvement, versus si je stimule mon canal horizontal, ce sera un autre mouvement. Et c'est ce mouvement-là qui nous dit quel canal est à défaut, est en souffrance et a besoin d'aide. Et c'est pour ça qu'on doit absolument observer les yeux quand on fait l'évaluation des vertiges et peut-être t'entendre sur la pertinence en clinique d'utiliser certaines lunettes spécialisées pour mieux voir les yeux. Moi, je les utilise en clinique, j'imagine que toi aussi. Est-ce que de faire l'évaluation des nystagmus à l'œil nu, c'est aussi efficace que d'utiliser des lunettes infrarouges, par exemple, pour le faire? OK. Bien,
D'abord, il faut dire que c'est pas tous les physiothérapeutes qui vont utiliser les appareils faute d'avoir l'équipement de base. Ouais. Ceci étant dit, je pense qu'on peut évaluer quand même une bonne partie des vertiges positionnels sans avoir d'équipement. Parce que l'intensité des symptômes va aller avec l'intensité du nystagmus. Des fois, on va coucher des patients sur le dos, on les entend là, vraiment même dans la salle d'à côté. C'est très intense et le nystagmus est très intense également. On risque de le voir à l'œil nu à ce moment-là. On va le voir à l'œil nu. Et aussi, c'est un peu anxiogène. Quand on met la caméra, le patient perd ses repères, c'est pas très agréable. Alors C'est moi, vrai. d'emblée, je commence toujours à l'œil nu. Si je ne vois absolument rien, là, je vais aller chercher des subtilités. Mais je pense qu'on peut quand même traiter une grande partie de notre clientèle sans utiliser la caméra pour ce besoin-là. Oui, absolument. Ben, tu vois, moi, avant d'avoir la caméra, je le faisais quand même sans caméra à l'œil nu. C'est juste que maintenant que j'ai la caméra, il y a certains moments où c'est plus subtil, que là, j'ai une meilleure visualisation de la chose. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est enregistré, je peux le mettre au ralenti après. Je peux vraiment vérifier si c'était juste un mouvement réflexe de l'œil anodin ou si c'est vraiment un vrai nystagmus. Donc, ça peut être intéressant à ce moment-là. Oui, puis si tu veux développer un petit peu l'habileté manuelle, on peut mettre nos doigts, le patient, on peut fermer les yeux du patient quand on n'est pas sûr, on peut mettre les doigts du côté externe, puis on va sentir sous nos doigts le spasme, la contraction. Ouais. Donc, si on résume, le VPPB, présentation clinique, oui, vas-y. C'est ça, présentation clinique. Présentation clinique, qu'est-ce qu'ils vont dire? T'sais, ils viennent à la clinique, là, c'est quoi l'histoire en général là, des derniers jours qu'ils vont raconter? Ils nous décrivent le VPPB, que nous, on va décrire comme vertige paroxystique positionnel bénin, dans leurs mots. Ils vont dire, ça tourne pour le vertige. C'est quand je me couche, positionnel, ça arrête vite. Puis, j'ai ça depuis 3 semaines. Ouais. Donc, ils viennent nous le décrire un peu dans son terme. Mm-hmm. Alors, le patient, c'est souvent quand il va se réveiller la nuit, changer de position, se lever le matin, ils vont s'asseoir. Moi, j'en ai déjà eu un. Ah oui, hein? Oui, je me suis assise sur le bord du lit et je suis tombée littéralement sur le dos. Je suis partie à rire. Mon conjoint dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit un VPPB. Il dit, tu dois être la seule qui trouve ça drôle. J'avais pas d'inquiétude. Mais effectivement, c'est spectaculaire parce que surtout, la première fois, on s'y attend pas. On comprend rien de ce qui se passe. Et si je me mets dans la peau de monsieur tout le monde, bien évidemment, on pense aux AVC à ce moment-là. Donc, c'est anxiogène aussi. C'est pas une sensation qui est agréable. Et là, ce que les patients font, c'est qu'ils se recouchent parce qu'ils sont pas bien. Ils arrêtent de bouger. Les cristaux arrêtent de bouger. Ils se sentent mieux. Ils se rasseoir. Les cristaux recommencent à bouger. Et ça ils retombent. Fait que là, c'est ce qui fait que des fois, ils vont nous dire ça dure 2-3 jours. Non, quand on ne bouge plus, il n'y a plus rien. Exactement. Donc ça, c'est vraiment caractéristique. Là. Ils vont avoir tendance à dire, quand ils disent « ça n'arrête pas, je suis tout le temps étourdi » ou « ça tourne tout le temps », c'est que ça fait 2-3 jours qu'ils ont des épisodes à répétition et peut-être qu'entre les moments où le nystagmus arrête, ils ont une espèce de malaise, ils ont des nausées, ils ont des étourdissements, mais le vertige en soi, c'est court. Là. En général, moins d'1 minute, là, règle générale, puis c'est terminé. Ouais. Mais après, il peut y avoir un malaise persistant. Puis c'est pour ça, la notion de positionnel est tellement importante. C'est pour ça qu'on dit aux gens, vous avez fait un vertige, mais pas tout de suite après le traitement, mais vous allez pouvoir conduire sans problème. Allez pas fouiller dans votre sac à main, là. Mais si on conduit, peu de chances qu'un vertige positionnel se reproduise parce que la tête va être dans un plan où il n'y aura pas de stimulation. Oui, exactement. Donc ça, c'est la présentation clinique typique. Puis, de mon expérience clinique, la majorité des gens, quand ils me disent quand est-ce que ça a commencé, c'est souvent au réveil. Souvent, ils se réveillent le matin. Est-ce que c'est parce qu'ils ont été simplement dans la même position prolongée puis que l'effet gravitationnel fait en sorte qu'il y a comme une dose accumulée assez de cristaux pour déclencher le vertige au réveil? C'est quoi la théorie? Effectivement, c'est vraiment c'est la gravité, c'est la position. L'utricule est au-dessus du canal postérieur qui est le principal, donc ça va tomber un peu. Ça va tendance à tomber. C'est juste pour ça. C'est vraiment dans des positions qui sont comme ça. Des fois aussi, par contre, ils ont des petits signes précurseurs. Des fois, ils vont dire 2-3 jours avant, j'ai commencé à me sentir un peu drôle. Bon, pour vous donner une image, moi, je vois ça comme un petit peu comme une araignée qui est au bout de sa toile, de son fil, c'est-à-dire. Donc, le cristaux n'est pas complètement détaché, pas suffisamment pour provoquer un mouvement de l'œil, mais assez pour commencer à ce que le cerveau perçoive qu'il se produise une asymétrie. Donc, ça, c'est quelque chose des fois qui va se produire, alors qu'il y en a d'autres que c'est soudain, ils n'ont jamais rien vu venir. Puis, je pense que tu le mentionnais tantôt, on dit que cette condition-là, elle est idiopathique, c'est-à-dire on n'a pas vraiment d'idée concrètement pourquoi ça arrive. On sait qu'il y en a plus quand on vieillit. Est-ce qu'on a une idée pourquoi avancer en âge, donc le vieillissement, serait
le principal facteur de risque d'avoir cette condition-là? Bien, on parle les cristaux, ce sont des cristaux de carbonate de calcium, donc dans le processus d'ostéogenèse, donc avec l'ostéoporose, qui va être Donc, le vieillissement de ces structures-là. On pense aussi à des problèmes sanguins. On pense à des questions virales. Des fois, on se demande s'il n'y a pas un petit virus qui reste logé dans un ganglion qui pourrait ressurgir. Mais pour dire, les études vont dans toutes les directions. Ouais. Avec l'asthme aussi, avec l'apnée du sommeil, on en démontre davantage. Avec les migraines vestibulaires, des conditions concomitantes avec d'autres problèmes vestibulaires qu'on va voir tout à l'heure. Et ça va même dire que les urbains en ont plus que les gens qui habitent à campagne, que les gens qui ont des moyens financiers en ont plus que les gens qui sont plus démunis. Alors, pour dire que ça tire à toute azimut actuellement. Ça reste un mystère de comprendre exactement pourquoi c'est là, mais quand c'est là, on est très efficace pour savoir quoi faire pour le régler. Eh oui, donc une séance souvent, des fois deux, puis si on guide bien le patient, là, c'est autre chose. Mais moi, ce que je retiens beaucoup, c'est d'abord, il faut être spécifique. D'abord, faire une bonne lecture pour être sûr qu'on ne manque pas une urgence thérapeutique. Tout à fait. Être très spécifique dans la technique de traitement, ce qui veut dire qu'on va avoir un résultat, et tenir compte des personnes âgées qui ont un risque de chute plus élevé. Oui, absolument. Je pense que ça fait un excellent tour. J'essaie de me souvenir s'il y avait autre chose que je voulais partager en lien avec ça. Le traitement, on en a parlé. Les récidives, on en a parlé. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on recommanderait aux gens après avoir eu un premier épisode, dans les semaines après, pour éviter une deuxième récidive dans un mois? Y a-t-il des conseils cliniques qu'on a tendance à donner ou il n'y a rien de spécifiquement à faire? Il n'y a aucune méthode préventive. Mais des fois, on va voir les gens, on leur a donné là, comme conseil, faites-en tous les jours. Ouais, non. C'est comme brosser tes dents 12 fois par jour. Ouais. Ça ne donnera absolument rien. Puis s'il n'y a pas de cristaux détachés, la manœuvre ne donnera absolument rien. Les gens, des fois, vont appréhender. Ils restent avec une certaine crainte. Fait que là, on les voit, là. Maintenant, je dors avec 2 ou 3 oreillers. Vous allez vous réveiller avec d'autres problèmes. Oui, c'est ça. Ça fait qu'il faut vraiment enlever cette appréhension-là. Puis je pense que c'est important d'éduquer le patient sur qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse bouger normalement. Des fois, on voit des gens 35, 40 ans qui commencent à y faire des lévitements. Je me dis, mon Dieu, ce que ça va donner à 80, là. Oui, exactement. Ça, c'est un très bon point parce que ça, je l'observe chez les gens qui ont vécu l'épisode. Une fois que c'est réglé, ils vont avoir tendance à dire, mais tu sais, maintenant, je vais me pencher plus doucement ou je vais me tourner moins vite dans le lit. Alors que de réduire la vitesse, la normalité des mouvements, c'est pas bon pour le système nerveux vestibulaire. On a besoin de stimulation. Il faut maintenir, faut entretenir notre système vestibulaire en faisant ces mouvements-là. C'est ça. On ne peut pas déshabituer le système, finalement. Non, effectivement. Et puis, moi, je leur dis, si toutefois, vous allez chez la coiffeuse, puis ça commence, c'est pas la faute de la coiffeuse. Le problème était présent et vous venez de mettre en évidence qu'il est présent. Vous venez pas de provoquer le problème. Non, exactement. Pauvre coiffeuse. Non, c'est ça, exactement. Puis, ça vient de me revenir. Le point que je voulais soulever, c'est que quand j'ai tendance à expliquer le traitement des VPPB à mes patients, je leur dis que c'est à peu près la chose en physiothérapie qui se rapproche le plus du miracle. Quand on parle de quick fix dans le monde médical, je veux un quick fix pour ma douleur au genou, pour mon vertige, peu importe. Mais quand c'est un VPPB, c'est à peu près le seul moment où je peux quasiment garantir à un patient, ça se rapproche le plus possible d'un quick fix réellement, parce que c'est vraiment un problème mécanique qu'on peut régler de façon simple avec la bonne manœuvre. Très bonne observation. Est-ce que ça fait un bon tour du VPPB? Je pense qu'on a fait le tour. Excellent. Tu voulais qu'on aborde la fistule, qui est des fois une des conditions qu'on va manquer et qu'on pourrait diagnostiquer par erreur un VPPB. Et la raison pour laquelle on va parler, c'est que le traitement du VPPB n'est pas indiqué dans ce cas-ci. Donc, veux-tu nous faire un petit brief sur qu'est-ce que c'est la fistule, qu'est-ce qu'on entend par ça et qu'est-ce qu'on doit surveiller dans cette condition-là? Oui. La fistule, c'est très controversé. C'est quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement à l'imagerie. Des fois, il faut faire une chirurgie. L'ORL va faire une chirurgie exploratrice pour aller voir. S'il y a un petit écoulement, il y aurait un petit trou dans une des fenêtres de l'oreille interne. Mais là, on ne parle pas de gouttes sur l'oreiller le matin, là. C'est 166 microlitres. C'est 3 petites gouttelettes à peine. Mais ça permet de maintenir l'homéostasie au niveau de l'oreille interne. Alors, s'il y a une petite fuite à ce niveau-là, la cochlée et le vestibule vont avoir des performances un peu fluctuantes. Donc, souvent, la fistule va être associée... d'emblée, on disait qu'il fallait absolument avoir un trouble auditif, une altération de l'audition de façon fluctuante en fonction des positions de la tête. Je suis dans une position où ça coule, j'aurai des symptômes. Je suis dans une position où ça coule pas, je vais être bien. Donc, le caractère fluctuant est très important et les patients vont rapporter aussi des étourdissements, s'approchant beaucoup du vertige, mais là, c'est peut-être là que la caméra est intéressante pour voir des micro-mouvements. Parce que c'est pas quelque chose qui est majeur. Mais ce qui est très important, c'est que s'il y a présence de fistule,
c'est que le traitement, c'est la verticalité. On ne doit pas coucher les patients. On va le laisser souvent 10 jours en position verticale. Ils vont dormir dans le lazy boy. Je sais que c'est pas très confortable, mais ça permet à la fuite de se colmater. Dans certains cas, la fuite, ça fonctionnera pas. Il va y avoir une petite chirurgie pour aller patcher ça, si on veut, là. Et la cause de la fistule, ça peut être idiopathique. On ne sait pas pourquoi. Ça peut être traumatique. Si j'éternue puis je me bouche le nez, par exemple. Si je force pour aller à la selle. Ça peut être aussi si je fais de la plongée sous-marine. Bon, il peut y avoir des barotraumas qu'on appelle. Ouais, des traumas reliés à la pression. Fait qu'entre autres, plongée sous-marine. Oui, exactement. Donc, mais j'ai vu, moi, des patients aussi, on ne sait pas d'où c'est que c'est arrivé, et il n'y avait pas tant de manifestations auditives que de sensations vertigineuses. Alors, on leur avait dit, c'est un VPPB, hein, c'est en se couchant, on a donné des exercices. Donc, ça faisait 3 mois que la personne faisait toutes sortes de manœuvres pour un VPPB, ça ne fonctionnait pas. Moi, quand je l'ai vu, je dis, on arrête ça, don't do that, et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser 10 jours assis. Ouais. Il m'a trouvé un peu bizarre, mais après 5 jours, ça allait déjà mieux. L'expérience m'a démontré que c'est pas le temps de tester tout de suite. Au début, je m'emballais un peu. Je dis, on va aller voir si ça va mieux. Finalement, maintenant, j'attends 10 jours. Je veux être sûre que la fuite soit colmatée avant de refaire des tests pour provoquer un nouvel écoulement. Donc, il faut vraiment retenir ça parce que quand on est en présence de fistule, les manœuvres pour les VPPB sont complètement contre-indiquées. Non seulement on n'aide pas notre patient, mais on l'unit. Puis est-ce que la fistule, en fait, c'est relativement rare comme condition en soi ou? Ben oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus rare que d'autres affections vestibulaires, Ouais. mais des fois, tu sais, on trouve ce qu'on cherche. Ouais. Alors, moi qui fais quasi juste des patients étourdis, peut-être que ma statistique serait pas la même que la Ouais, tienne. effectivement. Puis je vois plus peut-être les cas rebelles, donc encore là, ça vient fausser. Mais je pense on peut pas intervenir sans l'avoir en tête. Exact. Puis de la considérer. Et comme une thrombophlébite, quand on voit un patient avec un mollet, là, tu sais, on dit, une fois qu'on l'a considéré, on n'a pas la compétence pour pouvoir l'éliminer. Souvent, il faut une investigation un petit peu. Ouais. C'est un peu la même chose. Fait que toujours l'avoir en tête sans se stresser trop avec ça, mais surtout, en plus, un patient qui répond pas et un VPPB, ce qu'on a oublié de mentionner, puis c'est que ça n'a aucune influence sur l'audition. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Les gens ne rapporteront pas de changement au niveau de l'audition en soi. Ça ne fait pas partie de l'histoire. Si c'est là, ça n'a pas rapport avec un VPPB. Là. Exactement. Ça fait que tout ça ensemble, il faut savoir son existence. On juge si c'est pertinent ou pas dans le tableau de notre patient cette journée-là. Donc, si je résume dans l'histoire à garder en tête, possible trauma en lien avec la pression, donc éternuer fort en se bouchant le nez, forcer à la selle, un effort vraiment physique intense. Là. Ou un accident, un trauma. Un accident, un trauma barométrique, on en a parlé. Quelque chose d'anormal au niveau de l'ouïe, donc possiblement relié aussi au changement de la position de la tête. Puis à ce moment-là, le comportement du vertige sera atypique, ne sera pas la même chose, ne sera pas textbook comme un VPPB. Pas du tout. Puis il y a un test clinique qu'on peut faire, entre autres avec la pression au niveau de l'oreille. Oui, on peut faire ce test-là. Des fois, ces gens-là vont dire quand il y a beaucoup de son, ce qui entraîne une vibration, là, ça peut les déranger. Mais sincèrement, moi, les cas de fistule que j'ai vus, j'en ai vu 2 avec le signe de Neubert, là, où on fait une pression sur le tragus, le petit croquant de l'oreille. Exactement. Mais sinon, j'ai vu beaucoup de fistules, puis j'avais pas reproduit ces signes-là en clinique. C'était plus intuitif, là. Puis le gold standard, c'est de faire une imagerie pour... On voit pas. Même pas, même c'est pas. ça que tu mentionnais. Le gold standard, c'est d'avoir peut-être un ORL qui a fait un fellow sur la fistule. Puis à ce moment-là, fait que c'est vraiment, on le confirme avec la présentation clinique. Puis à ce moment-là, on va faire la recommandation d'une dizaine de jours. C'est ça. Tranquille. Puis si ça répond, on est content. C'est ça. Si ça répond pas, c'est là. Mais les ORL qui font ce type de chirurgie-là sont pas très, très all-in pour y aller en tout temps. Là. Ça fait que c'est quand on a éliminé le reste que ça fait du sens et qu'ils vont aller faire la chirurgie exploratrice et mettre la patch au besoin. Parfait. Troisième point qu'on aborde, qui est un gros point, on va parler de certaines pathologies qui peuvent amener au final ce qu'on appelle une hypofonction périphérique. Donc, on rentre là-dedans. Labyrinthite, neuronite, névrite, maladie de Menière. On va essayer de les séparer. D'emblée, là, un des points que je veux aborder en premier, c'est que les gens vont avoir tendance à dire « j'ai déjà fait une labyrinthite dans le passé ». C'est souvent pas des vrais labyrinthites qu'ils ont fait. Des fois, c'est un VPPB. Peut-être essayer de différencier labyrinthite, neuronite, névrite. Commençons par démêler tout ça. Comment ça se présente? Comment on prend en charge ces conditions-là? Puis après ça, on pourrait parler de la maladie de Menière qui est peut-être un pas à part. Alors, si on commence avec la fameuse labyrinthite, je pense que le terme labyrinthite est un terme générique. C'est ça. On n'a pas précisé. Mais si on y va dans les diagnostics différentiels, c'est vraiment quelque chose, une entité distincte. Alors, quand on parle d'une labyrinthite, c'est une inflammation de tout le labyrinthe, ce qui veut dire de la cochlée, donc j'aurai un problème d'audition, et du vestibule, donc j'aurai des vertiges. Alors, quand les gens font une vraie labyrinthite,
oui, ils ont des vertiges, mais ils perdent l'audition. C'est ça. Temporairement, partiel ou totalement, mais c'est spectaculaire. Ils s'en souviennent. Ça. Ils vont dire, écoute, je vomissais, j'avais la tête dans le bol, mais j'ai perdu l'audition. C'est simple comme expérience. On a juste à comprimer notre oreille et à parler. On va tout de suite voir qu'il se passe quelque chose qui est pas... Une espèce d'écho de la façon qu'on entend notre voix qui est anormale. Exactement. Et ça, c'est assez typique de la labyrinthite. Donc, on a un vertige qui commence, on a une manifestation auditive, donc une perte de l'audition. La crise va être aussi généralement assez intense. Hein. C'est pas quelque chose qui est subtil, donc on peut pas en avoir une puis pas le savoir. Là. Et les crises vont durer de 24-36 heures. Ça, j'ai beaucoup de difficultés là, quand on parle de la durée de la crise. Je pense que ça dépend de la sévérité de l'atteinte et chacun des personnes. C'est quand même aussi subjectif, la tolérance à cet inconfort-là. Mais on parle pas d'une crise de quelques minutes ou de quelques heures. Là, on va parler de 12 à 72 heures. Ça peut varier selon la littérature. Puis, règle générale, la labyrinthite, c'est la crise de vertige qui est soutenue, qui se maintient dans le temps. Oui. Assis, couché, debout, fesses en l'air, tête en bas, comme je dis tout le temps, exact. ça tourne continuellement. Continuellement. Le patient est assis, il va souvent nous dire « Mon conjoint me dit que mes yeux bougeaient. » Donc, c'est vraiment, vraiment très caractéristique. Là. On ne peut pas avoir une labyrinthite le matin puis être bien dans l'après-midi. C'est ça. C'est pas une petite affaire, là, la labyrinthite. Et ça donne le fameux syndrome souvent pulsionnel. Là. Les gens, ils essaient de marcher puis ils tombent d'un côté complètement, ils sont pas capables de marcher droit parce que la référence d'équilibre est complètement bousillée de façon temporaire. C'est ça, parce que vu que l'oreille ne fonctionne pas temporairement, tout le contrôle postural qui est en lien avec les connexions des noyaux vestibulaires est déficient. Donc, on va chuter au début et du côté contraire. Ça, il faut faire très attention aussi. On n'ira pas faire un diagnostic de c'est à droite ou c'est à gauche en fonction du côté que le patient tombe. Exact. Ça, c'est pas indiqué. On va être un petit peu dans l'erreur, je pense. Ouais. Oui, vas-y, continue. Mais donc, la labyrinthite, c'est quelque chose qui est quand même relativement rare. Donc, quand les gens nous disent « j'ai fait 4 labyrinthites par le passé », moi, j'ai dit « allez vous acheter un billet de loterie ouais. ». C'est peu probable. C'est probablement un autre diagnostic, mais comme je le dis, c'est probablement un terme générique qu'on utilise. Puis, quand je faisais mon cours avec Alain, il disait... Demandez à vos... Il est super bon. Il est vraiment généreux. Excellent. Ouais, effectivement. Il disait... Demande à vos patients s'ils sont rendus à l'urgence. Parce que, règle générale, une labyrinthite, les gens s'en vont à l'urgence. Ouais. Est-ce que c'est ce que tu observes aussi cliniquement? Oui, moi, j'ai un service d'urgence à la clinique. C'est vrai, fait que des fois, ça peut être toi, l'urgence. Ça va être ça. Mais oui, effectivement, les gens consultent. Rarement, ils vont rester chez eux parce que, de toute façon, sincèrement, ils pensent qu'ils font un AVC. Là. Ça n'arrête pas, ils sont pas bien. Puis l'entourage dit, là, ça suffit, on te rentre en ambulance. Puis, il y avait tendance à dire aussi que, règle générale, quand ils arrivent à l'hôpital, ils vont leur injecter un médicament qui est une espèce d'antinauséeux, je crois, là, intraveineuse. Ouais. Puis c'est à ce moment-là souvent que ça va stopper le vertige. Je peux pas dire que j'ai cette expérience de dire que ça va arrêter le vertige, ça va le rendre plus confortable. OK, bon, c'est ça. Ça va calmer la crise en soi. Oui, c'est ça. On vient faire une petite dépression du système nerveux central. Alors, le cerveau voit bien que ça se passe pas bien dans les étages plus bas, mais il dit c'est pas si grave parce que finalement, on vient de me gâter un petit peu avec la médication. Est-ce que ça a tendance à juste partir, sinon avec le temps, sans rien faire en soi, une fois qu'on sait que c'est pas une condition plus grave que ça, si c'est comme une infection générale ou comme une atteinte, peu importe, comme un virus ou une bactérie qui pourrait partir? Oui, bien, tu sais, quand on parle du musculo-squelettique, des douleurs au dos et tout ça, la phase chronique, elle est loin. Hein. On ne parle pas de 2-3 semaines. Là. Non. On parle de mois. En vestibulaire, une condition aiguë, on parle de 0,48 heures à peu près. Subaigu, un petit peu plus. Puis 3 semaines, on commence à penser que là, le problème commence à perdurer. Donc, oui, le système nerveux central a une capacité très, très rapide de venir compenser cette lésion-là. Donc, souvent, le nystagmus, l'inconfort va être un 2-3 jours très intense. Les gens vont avoir tendance à se protéger sur un 6 à 7 jours, puis après ça, graduellement, ils vont reprendre des activités. Si le déficit vestibulaire, le virus a créé un dommage, puis que tout a récupéré, on est bien. Mais si le virus est parti, mais il nous a laissé des séquelles, bien là, à ce moment-là, on va avoir des troubles d'étourdissement, on va avoir des problèmes d'instabilité, puis là, on va devoir faire une rééducation à ce niveau-là. C'est ça. Une fois que la crise est passée, selon les déficits qui restent, on va les évaluer, puis là, on va avoir des interventions pour aborder ces déficits-là. Oui, exactement. En phase aiguë, là, la littérature varie un petit peu, puis je validais un petit peu avec les ORL avec qui je travaille. On a longtemps dit qu'il faut absolument de la cortisone tout de suite. Moi, je me souviens, quand je voyais un patient avec ça, je courais un ORL pour avoir de la prednisone principalement. Là, la littérature est un petit peu plus controversée. Ils pensent que ça pourrait aider un petit peu plus rapidement la phase de récupération, mais au bout de quelques semaines, ça ferait plus de différence. Okay. Considérant les impacts des corticostéroïdes sur le corps, il faut peser le pour et le contre. Ouais. Des fois, ils vont donner des antiémétiques
antibiotiques aussi, on va voir, du Gravol, oui, mais on va voir aussi de la méclizine. Ça, je mets une petite parenthèse. Avant, les gens utilisaient la bonamine. Ce médicament-là n'est plus produit et donc, on se disait, il n'en existe plus. On a produit la méclizine au Canada. Là, il n'y en a plus nécessairement encore qui est produite d'emblée. Par contre, si vous avez un patient qui en a besoin, on peut le faire produire par les laboratoires en pharmacie. Donc, il y a certaines pharmacies qui vont produire ce médicament-là. Mais ça, c'est juste pour rendre la crise confortable. 2-3 jours maximum, on arrête ça. Parce que la littérature démontre très bien que plus vite on va commencer la rééducation vestibulaire, mieux on va récupérer et plus rapidement on va récupérer, sur du court, moyen et long terme. C'est pas fin. Ils ont pris des babouins, ils ont bousillé une oreille et ils ont fait les analyses si on les fait bouger, si on les tient immobiles, etc. Donc ça, c'est bien, bien, bien démontré. Alors, il faut commencer. À quand est-ce qu'on commence la rééducation? Dès que le patient est capable de se tenir un peu debout, que la nausée est terminée, là, puis on peut commencer tout de suite la stimulation. La prise en charge rapide va changer le pronostic final. C'est ce qu'on voit aussi d'ailleurs de plus en plus dans à peu près toutes les conditions pour lesquelles on peut faire de la réadaptation. Tu sais, commotion cérébrale, on va en parler tantôt, mais le plus tôt on réactive les gens, une fois que la phase très, très, très aiguë est contrôlée, le mieux ça va être. Exactement. Donc, ça, c'est la labyrinthite. Il y a la neuronite maintenant, puis la névrite. Oui. Peut-être séparer qu'est-ce que c'est ces deux-là. La névrite puis la neuronite, c'est peut-être un peu un continuum. Mm-hmm. Ça se passe sur le nerf, donc nerf, névrite, puis inflammation, donc inflammation du nerf. Et là, le nerf, lui, il y en a, quand il arrive dans l'oreille interne, il va se séparer. Il y en a une partie qui va aller à la cochlée, il y en a une partie qui va aller dans une partie du vestibule, la partie inférieure va aller voir une autre partie du vestibule. Alors, selon le nerf inflammé, je vais avoir des symptômes différents. C'est souvent le nerf supérieur là, qui est touché dans le cas d'une névrite vestibulaire. Et donc, ça va épargner la cochlée. Donc, ça va épargner l'audition. Et voilà. Alors, les gens vont avoir une crise de vertige. Et c'est souvent ça qu'on va confondre, qu'on va appeler la labyrinthite. C'est souvent la névrite qui est beaucoup plus commune et qui peut avoir un caractère récidivant aussi si on fait des études longitudinales. Alors, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que le patient va avoir une crise de vertige intense, pareil comme la labyrinthite. Comme tu l'as mentionné, l'audition va être épargnée. Il sera pas bien, lui non plus, fesses en bas, tête en l'air, couché, peu importe, ça n'arrêtera pas. Il va avoir un nystagmus qui va durer. Tranquillement, le système nerveux central va venir le compenser. Il sera plus vertigineux, il va encore être instable, il va encore avoir des étourdissements et c'est le même principe de traitement que pour la labyrinthite. C'est ça, parce qu'au final, le résultat, c'est qu'on a ce qu'on appelle une hypofonction périphérique, donc le système vestibulaire périphérique devient un peu moins performant. Puis là, on veut compenser pour retrouver sa performance. Exactement. En fait, je compare tout le temps mes deux vestibules comme si on était en pédalo. Ça, je pédale de chaque côté. J'ai mes deux vestibules qui fonctionnent pareil. Si j'en ai un qui arrête de fonctionner, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me mettre à tourner. On commence à tourner en rond. Alors là, je vais prendre la petite manivelle, puis je vais venir m'assurer pour venir neutraliser tout ça. Ça, c'est mon système nerveux central qui va venir le compenser. Exact. Ça fait que... C'est là l'interraction entre le système nerveux central et périphérique, un qui peut compenser pour un déficit de l'autre, pour normaliser ce que les gens vont ressentir au final. Exactement. Donc, névrite, neuronite, c'est un peu sur le même continuum. Oui, c'est ça. Ben là, j'ai pas parlé de la neuronite, mais ça, sur le nerf, il y a un petit renflement à un moment donné qu'on appelle un ganglion. Et si le ganglion est inflammé, on parlera d'une neuronite. Mais cliniquement, difficile de voir la différence. Avant, on disait que la neuronite, les symptômes étaient plus importants, mais on dirait que ça s'est perdu au fil du temps. Puis je pense qu'il y a peut-être, des fois, il y a des écoles de pensée dans le domaine. Fait qu'il y a des écoles qui croient beaucoup à la neuronite, les anglo-saxons un peu moins, donc ça peut varier. Mais moi, en tout cas, cliniquement, je suis pas capable de faire la distinction entre les deux, considérant que ma prise en charge sera complètement la même. C'est ça. De toute façon, la présentation clinique et le traitement est pareil. Fait que j'ai lâché prise. Puis tu disais que selon la partie du nerf qui va être atteinte, on peut ou non avoir des symptômes auditifs. Donc, ça veut dire que des fois, avec la neuronite ou la névrite, on pourrait quand même avoir un symptôme auditif ou non? Non, je me suis mal exprimée. La partie du nerf qui peut varier, c'est entre la partie qui va innerver la partie supérieure du vestibule ou la partie inférieure du vestibule. OK, parfait, c'est ça. Ouais. Mais ça se rend jamais à la cochlée. Normalement, non. En fait, le critère qui pourrait séparer neuronite, névrite versus labyrinthite, c'est la caractéristique de l'atteinte de l'ouïe, donc la perte d'audition. Donc, si j'ai une inflammation de tous ces deux nerfs-là, ça peut toujours être théoriquement possible, mais on va plus avoir un diagnostic de labyrinthite. C'est ça. Puis, la majorité des patients qui me consultent, quand ils me disent qu'ils ont eu un antécédent de labyrinthite,
quand je leur demande la question « Avez-vous perdu l'audition? » Règle générale, ils vont dire non. Donc, c'est là qu'on sait que c'était pas une vraie labyrinthite en soi. C'est ça. Cette question-là est très payante quand on Oui, pose exact, à nos dans le patients. diagnostic différentiel. Ouais. Donc, ça rentrait dans la catégorie, tu sais, quand on parlait des grandes catégories tantôt, les crises de vertige qui sont soutenues, donc ça dure dans le temps, versus le VPPB qui est vraiment rapide, c'est intense, puis ensuite ça se calme dans 2 minutes. Ces gens-là vivent un 48-36 heures, comme tu disais, pas mal plus intense. Ouais. Puis ils répondent bien. Il faut dire que là, on commence la rééducation, puis il n'y a pas lieu de dire parce que j'ai fait une névrite, moi, je ne peux plus faire mon pilates. Non, c'est ça, exactement. Non. Il faut vraiment dire on fait une rééducation et le pronostic est excellent. J'ai un athlète en saut à ski sur l'équipe canadienne. Je veux dire, il a recommencé à faire son sport olympien. Là. Donc, c'est ponctuel, c'est dans le temps. Certains patients auront des complications ou encore vont avoir des difficultés à compenser, mais là, il y a plein de raisons pour ça, puis on pourra en parler un petit peu plus tard. Mais généralement, c'est une condition, là, une fois que c'est rééduqué, on tourne la page. Oui, exactement. Puis, on a, à travers tout ça, ce qu'on appelle la maladie de Ménière, qui est aussi une condition qui peut amener une hypofonction périphérique, qu'on parlait, mais qui a des caractéristiques différentes. Veux-tu nous en parler un petit peu? Oui, ça, la maladie de Ménière, c'est un peu plus complexe. C'est une affection qui va toucher l'oreille interne, puis pourquoi c'est plus complexe? Parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe exactement. On a longtemps pensé qu'il y avait trop de liquide dans l'oreille interne, ce qui provoquait une dilatation, ce qu'on appelle un hydrops. Et là, on disait, il y a trop de liquide. Bon, on disait, oui, mais c'est-tu parce que mon oreille en sécrète trop? C'est-tu parce que ça en résorbe pas assez? Parce qu'on sait que le corps se produit et se détruit en permanence. Ouais. Donc ça a été longtemps la croyance et on pensait que la pression devenait tellement importante qu'à un moment donné, le labyrinthe membraneux gonfle, ça pète. L'air de lymphe est mis en contact qui est riche en potassium et va être mis en contact avec un autre liquide qui est riche en sodium. Là, ça venait tout bousiller notre système nerveux dans sa compréhension et ça provoquait la crise de vertige. On pensait aussi qu'à un moment donné, il y avait un problème avec le clapet. Alors, on a la cochlée, il y a du liquide qui est là, qui est en communication avec le vestibule, puis il y a une petite valve qui est là, qu'on appelle la valve de Bast. Et on pensait que c'était cette valve-là qui était inadéquate, donc le liquide de la cochlée s'en allait trop dans le vestibule. Tout ça, c'est maintenant assez controversé parce qu'ils ont fait des petits trous puis ils se sont rendus compte que finalement, les souris n'avaient pas n'étaient pas trop dérangées. C'est ça. Alors là, on pense à différentes affections. On pense qu'il y a peut-être une composante vasculaire à ça. On pense qu'il y a peut-être une composante virale à ça également. Donc, il y a plusieurs enjeux actuellement et comme je dis, on comprend mal. Donc, de par ce fait, si on comprend mal ce qui se passe, des fois, les traitements sont moins efficaces. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore ça, pour dire comment c'est compliqué, la maladie de Ménière, il y a une triade de 4 symptômes. Tri de 4, ça marche pas. Exact. Donc, le patient va ressentir une crise de vertige, comme dans la névrite, comme dans la neuronite, mais il va y avoir un caractère récidivant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas conclure à une maladie de Ménière la première fois que ça se produit. Il faut que ça revienne. Il va y avoir un changement au niveau de l'audition, généralement dans les basses fréquences. Ouais. Ça peut être partiel, ça peut être total. Souvent, les patients vont remarquer que c'est les voyelles qui n'en comprendront pas en premier. OK. Il va y avoir aussi la présence d'acouphènes, d'un son. Ouais. C'est drôle, des fois, les patients disent « Venez, approchez-vous, vous allez voir, vous allez entendre. » Non, c'est un son à l'interne. Donc, un acouphène, ce qu'on appelle en anglais le tinnitus. Et il y a un 4e symptôme, une sensation de congestion, de plénitude. Donc, s'il y a une dilatation de labyrinthe, ça vient jouer sur les structures environnantes, les vaisseaux sanguins, la liquide céphalorachidien aussi. Donc, ça va venir donner une congestion, une sensation. Ils ont l'impression d'avoir comme l'oreille pleine, des fois oreille bouchée. Ils pourraient aussi s'entendre comme un peu en écho quand ils vont parler. Là. Oui, exactement. Puis, dans le labyrinthe, on n'a pas parlé tout à l'heure, puis il y a plein de petites choses intéressantes qu'on n'a pas dit, mais il y a un réservoir aussi qu'on appelle le sac endolymphatique. Fait que quand il y a un peu trop de liquide, on pense que ça, ce serait comme le backup là, pour aller stocker ça. Et ça, c'est situé directement dans la mastoïde, en arrière. Fait que des fois, les gens, là, ils vont avoir une sensation de congestion, puis un inconfort. Puis on va palper cette région-là, là, le nerf grand auriculaire postérieur, puis on va voir que c'est comme une certaine tension. Donc, mais la triade de 4 symptômes, elle est typique. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là? Durant la crise, ça va provoquer tantôt on parlait d'une hypofonction. Là, l'oreille, pas qu'elle fonctionne pas assez, elle fonctionne trop. Ouais. Donc, on va avoir un tableau clinique qui va être différent 48 heures après.
Et donc, durant la crise, on peut rien faire. Comme je dis, là, le feu est pris. Moi, je suis câlinette, j'arrive pour là, c'est pas le temps. La crise doit se calmer. Et par la suite seulement, on commencera la rééducation vestibulaire. Donc là, on va laisser un délai. Souvent, on va parler d'un 3 semaines, le temps que tout se mette en place, puis qu'on regarde les séquelles qui semblent vouloir perdurer dans le temps. Et c'est sur ça qu'on va travailler. Ouais. Au niveau de la médication, vu qu'on comprend mal le problème, ben c'est ça, on a essayé. On va donner, souvent les médecins vont prescrire un antiémétique encore, quelque chose pour diminuer la nausée. Et il y a le fameux bétaïstine aussi, le CER. Ouais, le SERC. Oui, que les gens vont dire le SERC, puis en tout cas, ça a beaucoup de prononciation. Alors, ce médicament-là n'a pas été démontré efficace nécessairement. Je pense qu'il n'est plus payé aux États-Unis. Ici, on va le donner quand même. C'est un certain vasodilatateur. Donc, ça a pour but d'améliorer la vascularisation parce qu'on pense qu'il y a peut-être un lien avec la vascularisation parce qu'on voit que beaucoup de gens qui ont des maladies de Ménière vont faire également des migraines vestibulaires. Et là, ben, on pense que la vascularisation peut être en cause. Alors, ce médicament-là peut être utilisé. Souvent, les ORL, ce qu'ils vont faire, ils vont dire, essayez-le pendant 1 mois ou 2. On va voir, ça va bien. C'est à la 2e ou 3e crise, on arrête. Comme un test pour voir si ça fonctionne. Et voilà. Mais plus souvent, les ORL vont dire, on enlève le CER comme prescrit. Parce que ce que je me rappelle aussi du cours avec Alain, c'est qu'il en avait parlé du CER. Moi, ça m'avait marqué, je l'avais marqué en grand, en gras dans mes notes, que c'est peu ou pas efficace en général pour les sensations de vertige, d'étourdissement. Ah, ça, effectivement, le CER a été développé pour la maladie de Ménière uniquement. Donc, quand on a un VPPB puis qu'on donne un CER, moi, c'est comme si vous avez le doigt pris dans la porte avec le VPPB. On a 2 choix. On donne un médicament pour que ça fasse un peu moins mal ou on ouvre la porte, on enlève le doigt et on ferme la porte. Oui, exactement. Donc, le médicament pour la maladie de Ménière a été développé. C'est pas clair s'il est efficace. Fait que de façon clinique, ils vont avoir tendance à le tester. Si ça fonctionne, tant mieux. Mais à l'extérieur de la maladie de Ménière, de prescrire du CERC juste pour vertige et étourdissement, c'est pas des pratiques qui sont démontrées efficaces. Non, exactement. Puis, bon, il y a aussi une hygiène de vie parce qu'on sait que, bon, c'est un peu comme les migraineux. Alors, on va vouloir avoir une saine hygiène de vie. On pense que le stress risque de favoriser le développement de la maladie. Par contre, aussi, on voit des choses chez des patients qui avaient le mal de transport dans le bas âge, par exemple, des choses comme ça, ils ont plus tendance. Fait qu'il y a comme Et ça, on les voit dans les migraines vestibulaires aussi. Tout à fait. Ils ont un mal de transport en général. C'est des gens qui, on y arrive, là, mais qui tolèrent mal toutes les stimulations visuelles, les mouvements, les montagnes russes, par exemple. Fait qu'on le stresse, puis on a aussi longtemps dit qu'une diète sans sel, c'était important parce qu'on disait s'il y a trop de liquide, ben on va éviter tout ce qui pourrait faire de la résorption. Ça semble plus ou moins efficace. Là. Actuellement, il n'y a pas de fortes appuis au niveau scientifique dans ce sens-là. OK, parfait. Donc, dans tous les cas, les conditions qu'on vient de survoler qui nous donnent des crises, labyrinthite, neuronite, névrite, Ménière, dans la crise aiguë, on attend que le feu passe, puis ensuite, on débute la rééducation selon les problématiques qui sont persistantes. Oui, peut-être juste préciser que pour la labyrinthite, la névrite, on va commencer au plus vite. Plus tôt, oui. Pour la maladie de Ménière, on va peut-être attendre un petit peu parce qu'il va y avoir des crises récidivantes aussi. Mais si la crise, je veux juste rassurer les patients, si la crise devient trop importante, trop fréquente, là, la balle n'est plus dans le camp du physiothérapeute. La balle est dans le camp de l'ORL. Ils vont pouvoir utiliser certaines médications. Des fois, ils vont aller mettre de la cortisone transtympanique directement dans l'oreille moyenne pour que ça soit diffusé dans l'oreille interne. Et on voyait aussi avant la gentamicine. Tu as sûrement vu ça aussi dans le cours d'Alain. Alors, c'était une substance qui est toxique. Alors, si l'oreille n'arrête pas de s'emballer puis de faire des crises puis que ça diminue la qualité de vie, on peut aller mettre de la gentamicine qui va venir détruire l'oreille. C'est un peu paradoxal. Si vous allez voir l'orthopédiste, vous dites « j'ai mal au pied », il dit « parfait, je te l'ampute », ce ne sera pas votre meilleur ami. Mais dans le cas vestibulaire, ça peut être intéressant. Mais les plus récentes études semblent démontrer que la cortisone pourrait avoir un effet aussi efficace. Fait qu'on en voit moins actuellement. On voit plus des injections de transtympanique de cortisone. Mais je pense qu'il faut quand même prendre chacun des patients et bien connaître son patient pour voir la modalité à appliquer. Exactement. Puis il y a aussi des chirurgies, ça peut aller jusqu'à la chirurgie où on va aller faire une décompression du sac endolymphatique. Ça, on dirait qu'elle revient actuellement dans la pratique. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller en arrière de l'oreille, ils vont aller enlever une petite partie de l'os et ils vont aller faire un petit trou dans le sac endolymphatique pour enlever la trop grande pression. Ça peut être intéressant. Il y a des avantages, des inconvénients. Et ça peut aller jusqu'à dire, on va aller enlever le labyrinthe au complet, là, si ça fait pas. C'est plus rare. J'en ai vu 2 en 30 ans. Mais c'est pour dire qu'aux gens qui sont aux prises avec une maladie de Ménière,
S'ils vont lire sur Internet, c'est assez catastrophique, mais je vous dirais que dans la vie, on peut très, très bien s'en sortir. Bon, parfait. Message d'espoir. Oui, définitivement. Excellent. Donc, on a déjà abordé brièvement la migraine vestibulaire, qui est une des conditions qu'on voit souvent, honnêtement, assez fréquent. C'est un portrait clinique de différents symptômes, plein de liens à faire avec les problèmes de cou, avec les gens qui ont tout le phénomène de sensibilisation du système nerveux. Donc, bref, commençons par la base. Qu'est-ce que c'est une migraine vestibulaire? Puis ensuite, comment on la reconnaît en clinique? Si on commence par... c'est une entité d'abord qui est reconnue. Là. Je pense que c'est depuis 2018 là, que c'est bien officiel. Ouais. Puis les critères ont été définis clairement aussi, encore une fois, par la Société Barani, là, qui regroupe des ORL, des neurologues à travers le monde, puis qui trace les lignes directrices, je dirais. Ils ont beaucoup de notoriété. Alors, d'abord, c'est des gens qui vont présenter 5 épisodes de vertige ou plus, ou de manifestations vestibulaires. OK? De 5 minutes allant jusqu'à 72 heures. Ces crises de vertige-là vont aussi être associées avec un profil de gens qui auraient fait des antécédents actuels ou par le passé de migraines typiques, avec ou sans aura. Et là, je vous réfère au podcast que tu as fait avec Dr. Elisabeth Leroux, qui est un sur les migraines. Définitivement. Et j'aurais aucunement la prétention de pouvoir aller tout expliquer ce qu'elle a mentionné, là, mais je vous y réfère. Alors, il va y avoir des épisodes de migraines comme ça. Aussi, il va y avoir un lien temporel entre la crise de migraine et le vertige. Donc, il faut que la moitié des crises de vertige présentent en même temps ou dans un avenir rapproché ou pas assez rapproché, des manifestations typiques d'une migraine classique. Donc, un caractère pulsatile, un seul côté, augmenté par une activité physique de routine. Avec les symptômes photophobie, de nausée, phonophobie, c'est ça, etc. exactement. La lumière qui dérange, les sons qui dérangent. Etc. Et évidemment, ça ne doit pas être expliqué par aucune autre raison. C'est ça. Je pense que on dit que je pense que dans la population générale, 15% des gens font des migraines, 10% de cette population-là ferait des migraines vestibulaires. Mm-hmm. Mais encore là, vu que c'est compliqué, on a défini aussi la migraine vestibulaire probable. Oui, c'est ça, exact. Fait que là, ça, c'est quand ça n'arrive pas ensemble. Et on voit des gens qui jamais vont avoir eu un vertige et des douleurs, des maux de tête, la migraine en même temps. Il y en a d'autres, ça peut se produire en même temps, d'autres c'est avant, d'autres c'est après, d'autres jamais. Alors, c'est un peu difficile. Je pense qu'il faut bien écouter notre patient, voir ce qu'il en est, mais c'est surtout retenir que si on suspecte une migraine vestibulaire, donc ces gens-là vont être souvent très sensibles au mouvement, vont avoir, comme tu le disais si bien tout à l'heure, un historique de mal de transport dans l'enfance. Ouais. Souvent, il va y avoir des affections vestibulaires concomitantes. Ils ont fait une névrite, ils ont fait des VPPB, etc. Et on dit en clinique qu'un jeune vertigineux deviendra un vieux migraineux et qu'un jeune migraineux deviendra un vieux vertigineux. Alors, ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'il faut a priori, avant de penser à la rééducation vestibulaire, bien que j'aime ça, faire ça, il faut prendre en charge la migraine. Il faut traiter la migraine, diminuer l'excitabilité du cerveau, parce qu'un cerveau migraineux aime la routine et a beaucoup de difficultés à s'habituer à quelque chose de nouveau. Fait que si moi j'arrive avec mon protocole d'exercice très intense, comme dans un cas de labyrinthite ou d'une névrite, je vais manquer le bateau, c'est certain. Donc, ça demande un travail d'équipe. Ça demande de travailler pour s'assurer que les molécules sont adéquates, parce qu'on voit encore des gens se promener avec du Tylenol à tour de bras pour des migraines qui vont créer des céphalorrebonds, même du Fiorinal, un médicament qui occasionnellement pourrait être encore pertinent, mais qu'on ne devrait plus nécessairement voir généralement. Ou encore, ils ont des triptans, mais ils les utilisent mal. Donc, il faut travailler avec le pharmacien, le médecin traitant, le spécialiste, s'il y en a un dans le dossier, pour aller gérer ça, faire de l'éducation sur le principe de migraine. Et bien, ces migraines-là, c'est attaché à un cou aussi. Ça peut être d'origine cervicale. Ouais. Fait que moi, quand j'ai un patient qui a une migraine vestibulaire, là, je deviens une physio orthopédique. Puis là, si je trouve des raideurs cervicales, je vais aller faire de la thérapie manuelle, des techniques myofaciales. Si je trouve que c'est les muscles, je vais y mettre une aiguille sèche. Si je trouve que c'est la posture, je vais travailler en RPG. Donc, il faut le voir dans sa globalité. Et on va aussi avoir un volet qui va être d'habituation, qui va être la rééducation vestibulaire, mais avec des paramètres très, très adaptés au patient qui est en avant de nous. Exact. Et souvent, les gens qui ont des migraines vestibulaires vont rapporter des plaintes au niveau du cou, que ce soit des raideurs, des douleurs. Ils vont souvent même voir un lien entre leur maux de cou et leur maux de tête. Puis à ce moment-là, des fois, ils ont des déficits au niveau de l'endurance des stabilisateurs. Il y a un travail d'exercice qu'on peut engendrer pour rendre le cou de plus en plus robuste pour tenir la tête, finalement. Oui, puis c'est le complexe trigeminal dont parlait Elisabeth également, le Dr. Leroux, là, qui fait encore
à la base de tout ça. Donc, on doit s'en occuper. On ne peut pas faire juste de la rééducation vestibulaire. Oui, exactement. Donc, ce que je retiens, s'attaquer à la migraine en premier. Puis, tu sais, moi, souvent, quand les gens ont des migraines ou, tu sais, céphalées, parce que même des fois, avec les critères de la classification internationale des maux de tête, même des fois avec ça, il y a des espèces de conditions interchangeables, puis c'est pas tout le temps clair exactement coupé au couteau. Fait que d'emblée, en physio, on va évaluer est-ce qu'il y a des déficits au niveau musculo-squelettique qui sont pertinemment reliés à la migraine, aux maux de tête, et on va intervenir là-dessus plutôt que de dire qu'on traite un diagnostic, on va traiter les déficiences qui sont pertinentes en lien avec les maux de tête, le mal de cou ou les migraines. Ouais, il y a un psychiatre américain qui dit que c'est plus important de connaître son patient que sa maladie. Oui, exactement. Voilà. Je suis 100% d'accord avec ça. Donc, les migraines vestibulaires, on a décrit un peu disons, le portrait clinique. C'est assez difficile de comprendre un peu la pathophysiologie de ce que c'est. Tu sais, on parle souvent de système nerveux trop irritable ou qui est trop sensibilisé, ou des fois des signaux qui seraient normalement normaux par les yeux, les sons, les positions, qui seraient comme augmentés au niveau du système nerveux, qui fait en sorte que ça peut créer des symptômes plus prolongés. Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ce qu'on comprend de plus la pathophysiologie des migraines vestibulaires? Ben, je pense que le concept de sérotonine est bien important. Quand on en a parlé dans l'épisode des migraines, d'ailleurs. C'est ça. Puis, si tu permets, on peut peut-être en reparler un petit peu plus tard quand on verra une autre pathologie, juste pour éviter la redondance. Là. Mais je pense que c'est une désorganisation anarchique. Il y a des réactions électriques là-dedans. Il y a des réactions. Donc, tout ça, on n'a pas le contrôle, nous, nécessairement là-dessus. C'est pour ça qu'il faut jouer avec des molécules à la base. Et par la suite, ben là, on va essayer de faire de l'adaptation, mais on pourrait y reparler si tu veux bien là, dans quelques minutes. Oui, tout à fait. Donc, on a parlé des critères, puis si je me rappelle bien, il me semble qu'Alain l'enseignait ensemble comme ça. Souvent, il y a un âge où ça va avoir tendance à apparaître autour de la ménopause. Est-ce que c'est encore d'actualité de parler de ça? Oui. Pour la migraine vestibulaire? Oui, parce que les hormones ont encore un rôle à jouer là-dedans, donc c'est tout à fait juste. Puis on pense aussi à des causes vasculaires. Puis bon, c'est la même chose que la migraine finalement, mais on voit que ces gens-là, en plus d'avoir les critères de migraine, vont avoir une sensibilité au mouvement. Est-ce qu'ils sont des dominants visuels? Est-ce qu'ils attachent beaucoup d'importance à la composante visuelle? Puis là, c'est ça avec le 3PD qu'on va parler tout à l'heure. Il y a beaucoup, c'est très, très interchangeable, je dirais. Oui, absolument. Donc, clairement, ce qu'il faut retenir avec les migraines vestibulaires, une approche très globale pour intervenir sur tous les systèmes qui peuvent être impliqués, pour pas avoir une vision tunnel puis de seulement traiter un seul symptôme de façon isolée. Exactement. Puis être patient aussi. Notre chemin, on va probablement arriver à destination, mais avec une plus longue période. Il faut vraiment respecter le rythme du patient puis ses capacités d'adaptation. Oui. Puis, tu sais, on en reparlera tantôt, mais je fais aussi un lien avec le fameux phénomène de la sensibilisation du système nerveux central. Dans il y a 10 conditions qui sont associées à la sensibilisation centrale, entre autres la migraine en soi. Fait que pas la migraine vestibulaire, mais la migraine, le syndrome du côlon irritable, la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique. Donc, il y a plein de choses là-dedans qui rentrent dans un spectre complexe d'irritation du système nerveux central. Et il y a des gens, souvent dans les migraines vestibulaires, qui ont certaines conditions associées, ce qui rend le portrait clinique un peu plus complexe à démystifier. Oui, puis on est chanceux là, avec la résonance magnétique fonctionnelle qui est de plus en plus présente. On se rend compte que ce qu'on voyait pas à l'IRM, parce qu'on disait, il n'y a rien, le patient, on trouve pas, nos examens sont normaux. On se rend compte que finalement, il y a une petite zone qui est moins bien vascularisée, le flux sanguin diminue à cet endroit-là, à cet endroit-ci, il y a de l'inhibition. Fait que peut-être que la résonance fonctionnelle va nous permettre de préciser des choses au cours des prochaines années. Avec la recherche, en tout cas, ça sort beaucoup, puis on a beaucoup de terrain intéressant par rapport à ça. Oui. Donc, prochain point, on va parler, puis c'est très bref le survol qu'on va faire, mais post-commotion cérébrale, donc après un TCCL, traumatisme crânio-cérébral léger, il y a des gens qui vont avoir des étourdissements, des fois ça peut persister, et ça rentre dans les symptômes qui sont les plus fréquemment persistants, entre autres avec les maux de tête, les maux de cou des fois, parce que souvent ça va être associé à une entorse cervicale. Donc, j'ai déjà fait un épisode entier sur le traitement des commotions cérébrales avec Pierre Langevin, je crois dans la 50aine d'épisodes environ, mais peut-être juste pour comprendre, vu qu'on parle des différentes possibilités d'étourdissement, qu'est-ce qui fait qu'après une commotion cérébrale, on peut avoir des étourdissements qui persistent de façon générale?
Bien, il peut y avoir des lésions quand même qui se sont produites dans les connexions. Des connexions qui sont très fragiles. C'est très, très efficace, ces connexions-là. Donc, ça se peut qu'il y ait une petite lésion à ce niveau-là, puis ça a créé un déséquilibre entre, principalement, on parlait tout à l'heure des connexions entre le système vestibulaire, la vision et les muscles. Donc, c'est sûr que si ma tête a frappé par terre, mon cou n'a pas arrêté, là. Donc, il peut y avoir une composante cervicale, comme tu le mentionnais si bien. On voit beaucoup, beaucoup de difficultés au niveau visuel aussi après des commotions cérébrales et c'est travaillé. Puis, cette composante-là, s'il y a une incohérence encore là, peut donner des sensations d'étourdissement, de vertige. C'est sûr que dans la cas de commotion aussi, surtout chez les patients qui ont beaucoup de fatigue, souvent, ça va être associé avec ceux-là qui les symptômes perdurent. C'est peut-être que le processus, quand le cerveau processe, il est fatigué, donc c'est une charge additionnelle. Il y a de la difficulté dans le traitement de l'information. Exact. L'information dans les différents systèmes, dans le système nerveux central, bouge vite. C'est à 430 km/h de mémoire, là, la vitesse de traitement. Donc, si j'ai un petit délai, ça va être difficile. Le cerveau va voir le délai comme étant un mouvement, c'est une fausse impression, il va avoir une sensation d'étourdissement. Donc, je pense qu'il faut, dans un cas de TCCL, avoir la même approche que ce que Pierre mentionnait, évidemment. Ajouter peut-être la possibilité que si on s'est frappé fort la tête, ben le cerveau est venu percuter la boîte crânienne, mais mon système labyrinthique membraneux aurait pu venir frapper aussi le système labyrinthe osseux. Donc, je pourrais avoir une contusion, un bleu dans mon système vestibulaire. Ça, c'est plus en aigu. Encore là, on parle d'un traumatisme plus important. Là, hein? On parlerait d'une contusion labyrinthique à ce moment-là. Oui, exactement. Ou la contusion vestibulaire, là, si on le vulgarise. C'est ça. Et si c'est juste vestibulaire, il n'y aura pas de problème d'audition. Si elle est complète, on pourrait avoir des manifestations auditives. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Mais sinon, je pense que c'est tout ce qui est expliqué dans les cas de commotion, pourquoi le patient récupère lentement. C'est un petit peu la même chose qui fait qu'il va avoir une sensation d'étourdissement. Donc, on va aller encore une fois évaluer chacun de nos systèmes, optimiser chacun d'eux, puis s'assurer que quand ils se parlent, la chicane ne pogne pas. Exactement. Donc, on va faire des exercices d'intégration qu'on parlera peut-être un peu plus tard dans le traitement. Tout à fait. Puis tu sais, tu as parlé tu as bien vulgarisé la somme d'informations que le cerveau peut recevoir. Souvent, je vulgarise aux patients pour parler de compétition du cerveau, tu sais, le brain competition. Donc, il y a une quantité de ressources d'énergie qui est assez limitée, puis il doit donner cette énergie-là à l'ensemble des stimulations de l'attention, toutes les fonctions exécutives de traitement de l'information. Donc, ça peut devenir complexe quand le cerveau est encore en train de récupérer et ça peut devenir souffrant ou en fait, le cerveau peut souffrir de ça et créer des symptômes. Oui, puis il y a ce qu'on appelle la repondération multisensorielle. Là. C'est que si à chaque moment, mon cerveau va juger, est-ce que ça devrait être mes yeux qui ont le chapeau blanc, comme je dis, qui vont diriger, est-ce que ça devrait être mes muscles ou ça devrait être mon système vestibulaire? Par exemple, si je suis, je sais pas, je suis dans le sud, puis là, c'est le soir, je marche sur le bord de la plage, les pieds dans le sable, c'est pas très, très fiable au niveau somesthésique, les informations sont plutôt imprécises. Le cerveau, il dit OK, il dit, les yeux, vous en pensez quoi? Il fait noir, puis il y a des vagues. Pas trop fiable. Ça devrait être mon système vestibulaire qui devient le dirigeant. Si par contre, je sors d'un manège, j'avais la tête en haut, tête en bas, ça spinait. Je sors du manège, le système vestibulaire vient de sursolliciter. Il dit, oublie-moi, là, je collabore pas. Les yeux, eux, sont en mouvement actuellement, donc tout bouge, fait qu'ils sont pas fiables. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'agripper, puis c'est le système somesthésique qui va devenir dominant. Exact. Donc, dans une seconde, le cerveau en permanence analyse ceci. Et quand on est dans un processus de TCCL, où des fois la neurochimie est changée, où l'efficacité des connexions est moindre, ce processus-là peut être pénible. Puis ça, c'est un très bon lien qu'on peut faire, que les gens comprennent, c'est le fameux mal de transport, qui est un conflit entre les informations. Donc, on est dans une voiture, notre système vestibulaire perçoit qu'on accélère, mais si on est en train de lire un livre, nos yeux nous disent qu'on n'est pas en train de bouger. Donc, si disons, le conflit d'informations est pas bien compensé par le système nerveux, on pourrait avoir ce fameux malaise. Fait que c'est probablement une des raisons qui explique le mal de transport des gens. Oui, c'est tout à fait juste pour la majorité des gens, mais c'est quand même intriguant. Les non-voyants vont avoir aussi un mal de transport. Ah ouais, hein? Oui. Donc là, est-ce que c'est juste 2 systèmes sur 3? Puis le troisième tranche, généralement, quand il y a un conflit, là, il n'est pas là. Donc assurément, il y a possiblement des sous-catégories pour comprendre le phénomène impliqué dans le mal de transport. Tout à fait. Très intéressant. Donc, comme je disais, je réfère aux gens à l'épisode sur le traitement des commotions cérébrales en physiothérapie pour en apprendre plus sur les étourdissements. Ça fait un très bon lien vers les étourdissements cervicogéniques. Donc, il y a des étourdissements qui peuvent être 100% créés à cause d'un problème au niveau du cou. Et les gens, des fois, ont de la misère à comprendre ça. Donc, peut-être expliquer concrètement
qu'est-ce qui fait en sorte qu'un coup peut donner des étourdissements? Puis après ça, on fera un survol des avenues thérapeutiques pour ces problématiques-là. Bien, d'abord, c'est un diagnostic d'exclusion. Ça veut dire qu'on a éliminé tout le reste avant d'en arriver à là. Hein, c'est pas, donc déjà là, ça laisse place un petit peu à de la nébulosité, si on veut. Si on y va d'un point de vue purement anatomique, j'aime beaucoup tout le temps ramener à l'anatomie. On a dans le cou, on a des capteurs, des petits sensors qui vont détecter le mouvement. On en a au niveau de nos articulations. Donc, si par exemple j'ai un accident d'auto, j'ai un whiplash qu'on appelle le fameux coup de lapin, ça se peut que mes articulations aient été un peu traumatisées. Ces petits capteurs-là vont l'être également. Comme si j'ai un accident de voiture puis je frappe mon pare-choc. Ouais. Et donc, il va y avoir une mauvaise information. Et il y a aussi des petits capteurs comme ça qui sont sur les disques intervertébraux dans la partie supérieure de la colonne, donc sont collés sur l'axe de rotation, donc sont hyper sensibles à tout changement. Eux autres peuvent donner des informations. On a aussi dans les muscles du cou des capteurs qu'on appelle les fuseaux neuromusculaires qui s'intéressent à la longueur des muscles et les organes tendineux de Golgi, un peu plus techniques, mais qui s'intéressent à la tension. Alors, quand par exemple, je fais un mouvement brusque ou j'ai un étirement, ces capteurs-là vont envoyer aussi des informations. Ces informations-là, ils ne sont pas envoyés nulle part. Ils sont utilisés. Donc, ils vont rentrer dans la boucle du système nerveux central, vont être interprétés. Et là, c'est là qu'on va aller les comparer encore une fois, principalement à notre système visuel, à notre système vestibulaire, puis on va voir s'il y a une cohérence. On sait, par exemple, chez quelqu'un qui maintient des postures soutenues, il va y avoir une fatigue au niveau de la musculature. Il peut y avoir des sécrétions de substances inflammatoires, ils vont venir fragiliser nos fuseaux neuromusculaires, fait qu'eux autres vont se mettre à crier pour à peu près rien. Ils vont devenir beaucoup plus excitables. Si on a, par exemple, quelqu'un qui a une très mauvaise posture, on perd les courbures, ça vient changer l'anatomie, la pression, les mécanorécepteurs, un autre type de sensors, vont venir aussi envoyer des messages dans le système nerveux central. Alors, c'est comme ça que ça va venir jouer et influencer. Il va y avoir soit des décalages, soit que le cou va crier beaucoup trop fort par rapport aux deux autres systèmes. Puis on le voit très bien. Chez quelqu'un qui a une trop grande mobilité au niveau cervical, on se rend compte qu'ils vont aller compenser par la vision. Si on met une vibration au niveau du muscle sternocleidomastoïdien, le muscle qui fait qu'on tourne la tête, le gros muscle sur le côté du cou. Exactement, on met une vibration là. On va pouvoir voir les yeux qui vont se dévier et le patient va avoir une déviation également. Alors, c'est bien connu. Ce muscle-là aussi est en communication directe, même pas par la voie centrale, mais directement au niveau du sacule. Donc, il y a des connexions qui sont là, mais c'est ces capteurs-là en cervical qui vont générer des informations. Le cerveau va traiter l'information, va voir une incohérence avec les autres systèmes, il va dire mauvaise réponse, je t'envoie des symptômes. Donc, les gens ont tendance à croire que le cou, c'est juste des vertèbres, des articulations, des muscles, il y a juste du mouvement, mais il y a beaucoup d'informations, c'est des capteurs. Il y a une information sensorielle que le cerveau va interpréter pour s'orienter dans l'espace puis pour être capable de faire la lecture avec les autres systèmes qui sont envoyés comme le visuel ou le système vestibulaire. Oui, puis aussi, on parle encore, mais le système nerveux autonome, fait que les gens vont avoir souvent des nausées. Ouais. Et aussi avec toutes les voies réflexes de la posture, là. On parle tout le temps l'osieux et vestibulaire, mais ça va aussi avoir des boucles à l'interne pour le contrôle. Et des fois, on va voir chez les gens qui ont des dysfonctions cervicales avec des étourdissements, on va aller évaluer les réflexes primitifs. Je sais que là, c'est en émergence un peu tout ça, mais le réflexe tonique asymétrique du cou, là, quand je tourne ma tête d'un bord, j'ai un bras qui s'étire puis l'autre qui plie, les gens vont avoir beaucoup de difficultés par moment. Fait que chez ces patients-là, ça se peut que je travaille avec mes réflexes primitifs pour essayer d'intégrer ça. Mais le tableau clinique de ces gens-là, c'est qu'ils ont des étourdissements, peuvent avoir des céphalées, des nausées, mais c'est sûr qu'il y a une composante cervicale. Ouais. Hein, il faut que le vertige soit un peu en lien soit avec des positions qu'ils vont prendre, des positions soutenues, la posture ou avec des mouvements. Si je ne retrouve rien, moi, dans mon bilan cervical, une belle mobilité, palpation non douloureuse, pas de tension musculaire. Et qu'on ne reproduit pas de symptômes en essayant de provoquer des mouvements et des palpations du cou. Peu de chance, puis avec des tests aussi un peu plus spécifiques, là, des tests de poursuite en rotation et tout ça. Là, exactement. Il y a certains tests qui ont été identifiés comme étant meilleurs pour faire le diagnostic différentiel. C'est ça. Mais ça va demeurer qu'il va y avoir quand même toujours une petite interrogation, à moins qu'on possède les équipements pour dire est-ce que ce serait pourrait être un vertige autolytique traumatique. Donc, si j'ai une douleur cervicale qui est suite à un trauma, ça se peut que ce soit au niveau de l'utricule et du sacule qui a eu un petit traumatisme aussi, puis ça va donner à peu près le même genre de symptômes parce qu'il n'y a pas de notion giratoire. Donc, c'est un étourdissement que les gens vont C'est un étourdissement. Donc, la fameuse contusion vestibulaire dont on abordait tantôt?
Peut-être, oui, mais c'est plus, je pense, au niveau des petits... Il va y avoir un déséquilibre au niveau des capteurs de l'utricule. Donc, pas vraiment par contusion, mais par déséquilibre des structures. Ouais. Donc, mais là, c'est quelque chose qui est moins commun. Mais quand on traite beaucoup le vestibulaire, c'est toujours une interrogation qu'on a. Encore là, on a quelques tests qu'on peut utiliser, la visuelle verticale subjective, des choses comme ça, pour essayer de distinguer les deux. Mais je me dis jusqu'à quel point je dois absolument mettre un nom entre ces deux structures parce que mon traitement devrait pas mal être similaire. Exactement. On va identifier les déficits à rééduquer, puis on rééduque avec des exercices spécifiques. C'est ça. Donc, tu as parlé, souvent les gens vont se plaindre de quelque chose en lien avec le cou. Fait que ça peut être de la raideur, de la douleur. Ils vont avoir tendance à avoir un lien entre leurs symptômes au niveau du cou et les étourdissements. Donc, par exemple, quand ma douleur au cou augmente, ça me donne des étourdissements. Ou quand j'ai mes étourdissements, je remarque que j'ai plus de raideur au cou. Ça va être associé à des choses qu'on associe à des plaintes du cou. Donc, position prolongée, ordinateur, lecture, conduire. Ça pourrait être des mouvements cervicales. Donc, quand je fais mes angles morts, quand je regarde en haut, quand je regarde en bas. Puis là, à ce moment-là, il faut faire attention parce qu'on stimule aussi autre chose quand on bouge la tête. Donc, il y a le diagnostic différentiel. Et à ce moment-là, le traitement ressemble à un traitement qu'on ferait pour un problème de cou, mais en lien avec les déficits identifiés pour les étourdissements. Veux-tu nous en dire un peu plus? Bien, effectivement, on va aller faire ce que les physiothérapeutes ont fait en général. Là, on va aller faire une bonne évaluation cervicale, on va aller travailler les structures, mais surtout, ce qu'on va voir, c'est que en traitant, le patient s'améliore. Exact. Faut voir ce lien-là qui se fait exactement. Et donc, les symptômes doivent diminuer rapidement. Ce qu'on n'a peut-être pas mentionné, là, c'est que les gens aussi vont avoir des fois beaucoup de difficultés avec les focus ou la vision parce que si le message est erroné au niveau cervical, là, il essaie de compenser, mais il n'est pas toujours en mesure de le faire. Tout à fait. Donc, au début, là, il va y avoir souvent une fatigue. Les gens vont dire, j'ai de la lourdeur au-dessus des yeux. Ça aussi, ça peut être intéressant. C'est pas la seule chose, mais ça peut être intéressant d'aller voir notre colonne cervicale. Exact. Mais ce qui est clé, c'est qu'on va travailler en musculo-squelettique et le patient, les symptômes vont s'estomper. C'est ça. Donc, il peut y avoir de la thérapie manuelle pour travailler les déficits de structure de mobilité. On peut donner des exercices pour travailler la musculature, contrôle moteur, contrôle postural. Il y a aussi, des fois, on peut rééduquer la proprioception cervicale. Oui. Donc, on met un laser sur la tête, puis on évalue la capacité des gens à bien orienter la tête dans l'espace sans utiliser les yeux. Fait que ça, c'est intéressant. Il y a quelques études aussi qui ont regardé ça. Oui, puis on peut même mettre ce fameux laser, on peut le mettre au niveau du thorax aussi. Donc, là, c'est ce qu'on fait en musculo-squelettique normalement là, pour ça dépend un peu du physiothérapeute, ce qu'il y a dans son coffre à outils. Exactement. Moi, comme je dis, des fois, je vais faire du myofascial, de la thérapie manuelle, des aiguilles, du RPG. Là, on va s'adapter. Super, je pense que ça fait un très bon survol. Donc, on arrive à la dernière pathologie qui est, tu l'as abordé brièvement, qui est le 3PD, qui est un phénomène complexe, qui est un portrait clinique complexe. Veux-tu juste d'abord nommer le terme entier, puis ensuite parler de qu'est-ce que c'est? Donc, 3PD, c'est PPPD, donc persistant. Ça veut dire que ça dure dans le temps. Mm-hmm. Postural, donc la posture est impliquée. Une perception également et des aînés. Donc, la traduction est un peu boiteuse, je trouve, le 3PD. Donc, les patients vont ressentir un déséquilibre, un inconfort, une oscillation de façon chronique. Il faut que le symptôme, si on se fie dans les critères diagnostiques, soit là depuis plus de 3 mois. OK? C'est pas quelque chose qu'on commence la journée 1. Ouais. Il n'y a pas de sensation giratoire. Ça ne spinne pas. On n'est pas dans la présence d'un nystagmus dans ce cas-là. C'est ça, on est plus dans un étourdissement en soi. Dans un étourdissement en soi. Les symptômes n'ont pas besoin d'être présents tous les jours, mais on parle au moins de 15 jours sur 30 dans un mois, là, à peu près la moitié du temps. Et ça va entraîner une diminution des capacités fonctionnelles. Ça, c'est bien, bien important. Ça a un impact significatif. Et oui. Puis je vais faire peut-être une petite cascade, si tu permets. Puis finalement, on ne peut pas l'exclure par d'autres. On ne peut pas l'expliquer autrement. Ouais. La cascade, c'est que les gens ne se sentent pas bien. Ils ont une sensation d'oscillation, de déséquilibre ou autre. Donc, ils vont avoir des comportements qu'ils vont adopter pour se rendre plus confortables. Dans ma tête, moi, c'est un signe d'intelligence, là. Alors, les gens vont changer des fois le tonus au niveau des membres inférieurs. Au niveau des membres supérieurs, on va voir qu'il y a moins de balancement des bras parce qu'ils vont vouloir essayer d'être le plus rigide possible pour maintenir leur équilibre. Ce qui fait que les mouvements de grande amplitude vont être limités. Souvent, on va cesser les sports parce que aller chercher la balle avec la raquette, c'est compliqué. Et il va y avoir une diminution de la fonction, même dans le quotidien. Donc, les gens perdent une qualité de vie. Et ils sont pas confortables. Donc, ils vont souvent
vont souvent tendance à s'isoler. Ouais. S'isoler au niveau social, parce que quand ils vont aller dans un endroit public, il y a trop de bruit, trop de son, trop d'images, trop de mouvements. Ils ne se sentent pas bien. Alors là, on va dire, mais est-ce qu'ils sont rendus agoraphobes ou claustrophobes? Non, ils sont juste pas bien. Et là, ils vont revenir à la maison, puis souvent même, il va y avoir un isolement familial. Le téléviseur est beaucoup trop grand, les enfants bougent trop, les chaudrons dans la cuisine, il y a trop de bruit. Donc, il va y avoir un isolement, ça coupe beaucoup le bien-être. Et on va dire que ces gens-là sont souvent dépressifs et anxieux. Bien, je pense qu'on le serait à moins. Exactement. Et on se pose la question, est-ce qu'ils étaient à la base dépressifs et anxieux qui font qu'ils ont développé le 3PD ou c'est l'inverse? Mais le résultat est le même. Exact. Et ça vient avec un souci parce que souvent, ces gens-là tombent en arrêt de travail. Donc, financièrement, c'est très, très difficile. Puis en plus, ils ont un faible estime d'eux-mêmes parce qu'ils ont consulté plein de professionnels. Tout le monde leur a dit non, t'as rien. Ouais. Et ça paraît pas, ça saigne pas. Fait que c'est difficile de comprendre cette pathologie-là. Mais c'est vraiment... actuellement, avec les résonances magnétiques fonctionnelles, comme je disais tout à l'heure que j'adore, on se rend compte qu'il y a des parties du cerveau qui fonctionnent moins bien, qu'il y en a d'autres qui fonctionnent trop. Donc, on est en train de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et donc, peut-être on ne l'objective pas comme étant un problème structurel précis, on parle plus d'un problème de software. Oui. C'est plus un problème de fonctionnement du cerveau, de communication entre les différentes régions, plutôt qu'une réelle maladie d'une structure spécifique. Oui, puis ça m'amène à parler du sujet qui me passionne actuellement, qui est un peu plus la neuroscience. Ouais. Mais si on regarde ces patients-là, qu'est-ce qui se passe? Bon, ils ont une information, ils sont dans un endroit, puis on sait que la stimulation visuelle les dérange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ça, je vais y revenir. Alors là, il y a des informations. Toutes les informations qu'on reçoit, que notre corps perçoit par les yeux, par les oreilles, sauf l'odorat, là, généralement, vont rentrer dans une partie du cerveau, dans le bas du cerveau qu'on appelle le thalamus. Ça passe, c'est pas mal la centrale qui passe là. Une fois que le thalamus reçoit l'information, lui, il projette ça un peu partout, mais deux endroits sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. Très rapidement, il s'en va le dire à l'amygdale. L'amygdale, ça, c'est le détecteur de danger. Ouais. Il est toujours aux aguets, il voit quelque chose, y a-tu du danger? Et il va tout de suite aller voir avec l'hippocampe, qui est son voisin d'à côté, qui va lui dire, oui, il y a du danger, rappelle-toi. C'est un peu la mémoire. Exact. Hein? Alors, si moi, je te déboulé dans l'escalier qui était en colimaçon, tout de suite, tu vois l'escalier, tu fais « danger » avec mon amygdale. Et là, mon hippocampe va dire « Oui, te rappelles-tu, à l'âge de 6 ans, tu étais tombé en bas. » En même temps, par contre, que mon thalamus envoyait ça à l'amygdale, il a envoyé également un message au lobe frontal. Mais lui, il est plus haut dans le cerveau. Il va se rendre après. Et le lobe frontal, lui, c'est le raisonnement, l'analyse, le sage. Et lui, il va dire, oui, tu avais déboulé l'escalier, effectivement, mais tu avais 6 ans et tu étais en chaussons de laine. Calme-toi. Ouais. Et donc, le lobe frontal va venir jouer un rôle d'inhibition sur l'amygdale, puis on va retrouver un certain confort. Chez les gens qui ont des 3PD, on s'est rendu compte que le lobe frontal était parfois inhibé. Donc, ça se peut qu'ils soient moins outillés pour venir se rassurer, si on veut. Mais c'est très intéressant parce que dans l'épisode que j'ai fait sur le stress avec Catherine Raymond, elle parlait que dans le phénomène de stress chronique prolongé, ce lien-là aussi est inhibé. Donc, le feedback pour calmer le feu, calmer l'alarme est aussi inhibé. Fait qu'on voit des liens entre les conditions, les pathologies, puis comment le cerveau fonctionne dans ces syndromes-là. Oui, puis d'autres connexions, encore, moi, je trouve fascinantes parce que ça explique nos patients, c'est que quand ça se produit, cet événement-là, puis c'est pas toujours un événement traumatique. Là. Quand on parle d'événement traumatique, on pense à un gros stress, quelque chose de majeur. C'est une expérience traumatisante. Ça peut être quelque chose de bien banal. Ouais. J'ai manqué de me faire frapper par une voiture, puis ça, le cerveau a décidé, lui, qu'il l'encodait. C'est ça. Hein? Et quand ça se produit, il y a une projection qui va se faire aussi, une absence de projection, mais il va avoir une inhibition au niveau de l'aire de Broca qui est de l'aire de la parole. Alors, les gens nous disent, j'ai de la misère à dire ce que je sens, j'ai pas de mots pour on voit avec la résonance magnétique cette composante-là. Puis encore plus flyé, c'est quand l'œil perçoit ça, la rétine, ça n'a pas de personnalité, ça n'a pas de mémoire, rien, ça fait juste conduire l'information. Ouais. Quand l'image est perçue, tout de suite, l'hippocampe dit « Hey, moi aussi, j'ai une image en lien avec ça » et le cerveau n'est pas capable de mettre ça de façon temporelle. Ouais. Alors, quand il voit l'escalier en collimation, là, il ne sait pas si c'est l'escalier de l'époque ou l'escalier actuel. Donc, ça fait qu'on a de la difficulté à gérer ça.
Et ça peut ramener l'épisode, entre guillemets, traumatique. Et voilà, et là, on va avoir un comportement adapté en fonction de ça. Donc, moi, je pense que, c'est sûr que quand on a un patient qui est en 3PD puis qui a une composante d'anxiété, de dépression, tout ça, il faut travailler avec l'équipe multidisciplinaire, là, comme le disait si bien, c'est Pierre-Luc, je pense, Lévesque et Delphine Bélanger. Dans l'épisode sur le trouble neurologique fonctionnel. Ils ont tout dit, eux. Là, moi, je le prends puis je l'extrapole pour les gens avec le mouvement. Ouais. Et ces gens-là, on va devoir les rééduquer aussi. Évidemment. Là, si je m'intéresse un peu plus au mouvement, moi, l'exemple que je vais donner à mes patients, je vais leur dire, imaginez je ne sais pas si c'était un adepte de vélo, mais quand on fait du vélo, je leur dis, là, ça fait plus de 3 mois que vous roulez, vous avez le vent d'en face, c'est difficile. Ce que je vous propose, je vais rouler avec vous. Moi, je vais me placer juste en avant de vous. Dans le monde du vélo, on va dire, tu prends ma roue. Exact, là, un peu de draft. Oui, c'est ça. Donc, ça avance beaucoup plus facilement. Mais quand on prend la roue de quelqu'un, on ne voit pas trop ce qui se passe en avant. S'il y a des cailloux, s'il y a des obstacles, c'est l'autre personne qui nous guide un peu. Fait que je leur demande de me faire une confiance absolue et dire, on va commencer. Et je vais les mettre dans le mouvement. Je vais essayer d'assez bien évaluer la situation pour les mettre dans des situations de succès. Pas qu'on recommence à... d'avoir des preuves de réussite. Toute petite. Puis je leur demande, donnez-moi au moins 2 semaines. Ça fait 3 mois minimum, donnez-moi au moins 2 semaines. Et là, souvent, la première fois, non, c'est pareil, pas de changement. Et la deuxième fois, on voit qu'il y a un petit quelque chose. Puis là, je vois que le lien thérapeutique commence à être assez fort, que je pourrais me tasser devant eux. Ils vont pouvoir prendre la roue. Je pourrais être un peu en parallèle ou des fois mettre la main sur la selle pour leur donner un petit coup de main. Ouais. Mais je pense que ces gens-là, j'adore travailler avec cette clientèle-là. Ce qui m'étonne un peu, moi, qui est une fille manuelle puis qui est très, très kinesthésique, mais les succès sont là et les gens veulent s'en sortir. Les gens adhèrent. Donc, c'est vraiment, vraiment, il faut adresser toutes les composantes. Et comme le mentionnait bien Pierre-Luc, de mémoire, il faut le nommer au patient. Parce que lui, ça fait des mois, des fois des années qu'il se fait dire qu'il n'y a rien. Fait que d'arriver avec quelqu'un qui a un plan de match basé sur des faits qu'on pense qui sont bien, des algorithmes qui sont quand même très logiques, les gens sont très rassurés par ça. Moi, je trouve que comme plein de phénomènes ou de syndromes en médecine, pendant longtemps, tout ce qu'on n'arrivait pas à objectiver de façon structurelle avec l'imagerie, on avait tendance à dire que c'est psychosomatique. Alors que maintenant, avec la neuroscience, avec l'imagerie fonctionnelle, avec des meilleures études pour comprendre ces phénomènes-là, puis l'interaction entre l'aspect psychologique, émotionnel, physique de symptômes, on comprend mieux avec une vraie explication scientifique qu'est-ce qui se passe. Donc, tu sais, mes patients qui ont des douleurs chroniques où c'est principalement un problème d'irritation du système nerveux, c'est pas de dire que leur douleur est dans leur tête, c'est que le système nerveux ne fonctionne pas bien, ce qui fait que la douleur est pas proportionnelle à la condition physique. De la même façon qu'ici, le problème d'étourdissement est vraiment amplifié, il est disproportionnel par rapport à la réelle, entre guillemets, lésion, parce que des fois, il n'y a même pas de lésion. Mais ça permet de mieux éduquer les patients à dire, vous avez un vrai problème, mais c'est pas un problème de hardware, c'est pas un problème de structure qui fonctionne pas bien, c'est un problème de connexion. C'est le système nerveux qui fait pas bien sa job, donc un problème fonctionnel. Et on est quand même capable de rééduquer ça de façon assez précise. Donc, ça ne dit pas aux gens c'est dans votre tête, c'est psychologique. On a un réel problème, c'est juste pas structurel. C'est ça. Puis des fois aussi, le cerveau est brillant, il va vouloir se mettre en mode protection. Hein. Ça m'amène à peut-être parler un petit peu de la théorie avec le système nerveux autonome. Ces gens-là, au 3PD, là, très souvent, ils ont une nausée. Ils commencent à faire quelque chose, oups, la nausée arrive et on va arrêter. Alors, si on regarde le système nerveux autonome, il y a 80%, ça va partir du tronc cérébral, ça va descendre au niveau de nos viscères, notre cœur, nos foies, notre système gastro-intestinal, et il va y avoir 80% de ces faisceaux-là qui vont remonter. Donc, il y en a un petit peu qui partent du cerveau, mais il y en a beaucoup qui vont aller informer le cerveau. Alors, si je suis devant une situation et que je me sens pas confortable ou j'ai un malaise, le système nerveux autonome va s'enclencher. Et là, il va faire une évaluation de la situation. Et il va nous dire, est-ce que je suis en sécurité? Oui, ça va bien aller. Ça, c'est le système ventral qu'on appelle. S'il y a un certain danger, il va dire, il faudrait que je parte à la guerre, que je fuis, que je me sauve ou quoi que ce soit. Et là, c'est le système nerveux sympathique qui va embarquer à la place. Lui, il va faire que une augmentation de la pression sanguine, une augmentation de la pulsation, les muscles vont se gonfler pour pouvoir se battre. Bon, on va pouvoir devenir un bon guerrier. Mais si le danger est tellement menaçant que c'est la mort qui me guette, ben, le cerveau va dire, essaie de revenir. La plus vieille forme de défense, c'était confonds-toi avec l'environnement, bouge pas, reste là, t'es une proie facile, on espère juste que le prédateur va s'en aller. La fameuse réaction de figer. Et voilà. Alors, les gens, quand ils ont un inconfort avec le mouvement, qu'est-ce qui est logique de faire? Ben, c'est d'aller dans l'immobilisation. L'évitement. L'évitement,
Ce qu'ils vont faire, ils vont bouger plus lent, ils vont marcher avec la petite main qui traîne, comme je dis tout le temps, ils vont aller se sécuriser. C'est des stratégies qui sont pas efficaces, on le sait, à long terme, elles vont être nuisibles, mais ils font ce qu'ils peuvent en fonction du système d'alarme qui vient d'être déclenché. Si tu me permets, pour le 3PD, j'aimerais amener un point additionnel. Certainement. Souvent, ce que je vois, moi, cliniquement, c'est que les gens ont été très, très bien investigués au niveau vestibulaire. Ils ont fait de la rééducation dans ce sens-là. Au niveau cervical également. On dirait que c'est la composante visuelle qui a peut-être été, qui est moins connue aussi de la part des physiothérapeutes en général, puis beaucoup de corps médical également. Donc, on va souvent comprendre l'œil avec la capacité de l'œil à voir, ce qu'on appelle l'acuité visuelle dynamique. L'acuité visuelle, pardon. Donc, c'est l'œil, voit-il quelque chose, oui, non. Puis là, on sort de l'optométriste avec des lunettes parce que je vois pas de près, je vois pas de loin, etc. Ça, c'est une composante visuelle. Mais un autre aspect qui est très, très pertinent, c'est la binocularité. C'est pas la capacité de l'œil à voir, c'est comment mon œil de droite se comporte par rapport à mon œil de gauche dans l'espace. Alors, si la rétine, c'est tout petit, hein, c'est à 2 mm de large à peu près, donc pour faire le focus, là, l'œil doit être assez précis. Si, par exemple, le centre de mon thorax, c'est le focus, puis que j'ai mon bras droit qui tire toujours parce que j'ai une tension musculaire, que va-t-il se passer? Ou bien je vais perdre le focus, ou bien mon bras gauche va compenser. Et ça, c'est la binocularité. Ce n'est pas un examen qui est fait d'emblée chez les optométristes. Il n'y a pas beaucoup d'optométristes qui font encore cette évaluation-là. Alors moi, ce que je vois souvent chez les 3PD, je vois des gens qui ont des problèmes d'alignement visuel, un petit désalignement vertical. Des fois, il peut y avoir un strabisme, des fois, on va le percevoir. Des fois, ça va être là en tout temps, juste ou quand on est fatigué. Mais le cerveau, avant, était capable de compenser ça. Mais là, il est arrivé un événement, un élément déclencheur ou autre, il est plus capable d'agir. Il est plus capable de subvenir aux besoins. Et là, ça va venir un facteur contributif au 3PD. Et souvent, ces gens-là, si c'est le cas, on va leur mettre des lunettes, on vient de changer leur vie. Des lunettes adaptées, là. Je parle pas juste de presbytie ou d'autres. Puis, ce serait un très bon moment pour faire le lien avec, tu as été sur le comité qui a fait partie du, comment appeler ça, le principe d'entente de collaboration entre les optométristes, les physiothérapeutes sur la prise en charge de certains symptômes, certaines pathologies où les deux sont impliqués. Fait que ça, c'est un très bon exemple où la collaboration entre les deux professionnels, physio et opto, est pertinente et où l'expertise de l'un et de l'autre va servir le patient. Oui, sur le comité, j'étais avec Alain Godbout, physio, comme je disais tout à l'heure, puis Dr Vanessa Bachir, puis Frédéric Morin. On a discuté, puis on est conscient aussi qu'on a des champs de pratique, on a des expertises. On voulait pas non plus empiéter sur le champ de l'autre, mais ça s'est très, très bien fait, bien en harmonie. Moi, pour te dire à quel point j'aime travailler aussi avec les optométristes, j'ai un endroit là où lui fait son évaluation de binocularité. Moi, je suis dans le bureau à côté. J'ai fait quelques mobilisations des globes oculaires avec mes techniques qu'on pense qu'ils vont être bénéfiques. Puis ça changeait sa performance de binocularité. Donc, la lunette était plus du tout la même. Ça fait que maintenant, ils font une évaluation. Ils disent, je trouve quelque chose. Ils m'envoient ce patient-là. Je travaille mes yeux. Une fois que je pense que j'ai atteint un plateau, seulement à ce moment-là, ils vont développer le support visuel indiqué. On est capable d'objectiver un gain sur ce test-là. C'est fascinant. Donc, je pense qu'il faut qu'on travaille la porte d'à côté. Tout à fait. Définitivement. Ça ouvre la porte à l'ensemble de la complexité de ces conditions-là. Puis il y a probablement encore, bien évidemment, de plus en plus de choses qu'on va apprendre avec les années. Oui. Rapidement, on n'a pas le choix de parler d'anxiété dans les symptômes d'étourdissement et de vertige parce que c'est des symptômes qui sont anxiogènes en général. C'est quoi, en faisant un bref survol, le rôle de l'anxiété, de la respiration sur le ressenti d'avoir des étourdissements, par exemple? Oui. Bien, comme on l'a mentionné tout à l'heure, là, toutes les projections qui se font, le système nerveux autonome, on sait que la respiration va changer le pH sanguin aussi, ça vient changer notre formule CO2O2. Ça peut faire une décompensation, puis on pourrait juste être étourdi parce qu'on n'a pas le bon rapport entre les deux. Donc ça peut venir jouer. Puis c'est pour ça qu'on va beaucoup favoriser la cohérence cardiaque, on va l'enseigner. Oui, la médication, mais la respiration en pleine conscience, par exemple. Oui, exactement. Puis ça va faire que tous les processus d'inhibition vont travailler en descendant, ou encore en montant. Donc, si on travaille la respiration, on travaille ce qui monte. Si on fait le yoga, méditation, on travaille ce qui descend. Puis on essaie de jouer sur ces composantes-là parce que l'anxiété va changer la chimie. Et c'est sûr que moi, comme physio, je suis plutôt manuelle, je ne changerai pas la chimie, mais on va donner des outils en collaboration aussi des fois avec d'autres professionnels de la santé pour venir contrôler cette composante-là. Des fois, ça passe par des molécules, des ISRS ou des choses comme ça, mais des fois, ça peut être un peu plus
actif, tout dépendant du patient qui est devant nous. Là. Puis je pense que c'est aussi important pour les professionnels de la santé d'être au courant de cette composante-là pour être capable de mieux éduquer les patients puis de les accompagner parce que pendant la rééducation de ces symptômes-là, ça peut être paniquant pour certains, ça peut être dérangeant, ça peut favoriser des pensées anxiogènes, mais si les gens comprennent ce que c'est et comprennent l'influence de leur système respiratoire, l'influence de leur pensée, de leur anxiété sur les symptômes, bien, on peut agir comme un catalyseur pour pas que ce soit un bâton dans nos roues dans le traitement en soi. Puis moi, je trouve que les gens qui sont anxieux aiment beaucoup s'automutiler souvent. Je suis anxieux, puis c'est ça. Et on dit, fais pas ça, stresse pas, puis il va prendre une marche. Ça fonctionne pas toujours. Moi, je leur dis tout le temps un peu sous forme d'humour, je dis, écoutez, l'anxiété, c'est de la phylogénèse. Là, du temps où on était les hommes de Cro-Magnon, il y avait deux groupes. Il y avait celui qui était speedé, puis il y avait celui qui était zen. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'évolution? Bien, celui qui était zen, à un moment donné, dormait près de son feu. Le speedé des deux est allé voler son feu, il est parti, puis c'est de ce gang-là que nous, on descend. Ouais. Donc, ça fait partie, et en même temps, des fois, l'anxiété va nous permettre de mieux performer aussi. Hein? C'est pas, absolument, oui, c'est ça. Tu sais, ça peut être un stress qui se veut très positif. Fait que moi, j'essaie de leur dire, arrêtez, vous n'avez pas choisi d'avoir ce profil-là, mais vous pouvez peut-être changer, mais l'automutilation est vraiment pas dans en fait, ça. c'est un peu... C'est la dose qui fait le poison. De l'anxiété puis du stress à un dosage optimal, non seulement c'est bénéfique, ça améliore la performance. Là. C'est ça. C'est bon d'avoir un petit stress avant un examen, par exemple, parce que ça va nous forcer à étudier puis à performer. Bon, on a fait un très beau survol des pathologies. Je suis très content. Peut-être, j'essaie de voir si dans les principes clés d'intervention, il y a certains éléments qu'on n'a pas abordés. Est-ce qu'il y aurait des choses que tu voudrais compléter, soit sur certains principes d'exercice, que ce soit quand on fait des exercices d'habituation pour les étourdissements, pour les vertiges, comment ça fonctionne, ou pour ce soit dans certains exercices qu'on appelle oculomoteurs ou quand on va rééduquer certains réflexes, par exemple le réflexe vestibulo-oculaire. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais compléter pour que les gens comprennent et soient capables de mettre tout ça en lien? Bon, si on vient plus spécifiquement à la rééducation vestibulaire, parce que là, on a fait le tour un peu de toutes sortes de choses. Exact. On va avoir deux objectifs précis, de retrouver l'équilibre, parce que c'est très fonctionnel, et de stabiliser le regard lorsque je bouge la tête. Alors, si vous prenez votre main, par exemple, et que vous regardez un petit point et que vous bougez la tête rapidement, la vision demeure claire. Si vous bougez votre main rapidement, on dirait qu'on perd les lignes dans notre main un peu. Mm-hmm. Quand la poursuite visuelle, l'œil n'est pas un système qui est capable de travailler à très haute vitesse par rapport au système vestibulaire. Alors, si je bouge ma tête puis je veux regarder toujours un point fixe, c'est ça que je vais rééduquer. C'est ce qu'on appelle le réflexe vestibulo-oculaire. Le RVO. RVO. Alors, si je te regarde droit dans les yeux, que je tourne ma tête à droite de 40 degrés, mes yeux devront tourner de 40 degrés à gauche à la même vitesse si je veux avoir un regard fixe. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut entraîner. Alors là, on a différents paramètres, différentes modalités, la vitesse, le type de cible, etc. Là, ça se rentre plus dans de la technicalité, mais on va favoriser cet exercice-là. Et c'est un réflexe qui est extrêmement rapide, qui est supposé être rapide. 100 degrés seconde. Ouais. Je pense que c'est le réflexe le plus rapide du corps humain. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Ça vient du temps où on avait les yeux sur les côtés puis il fallait tourner la tête rapidement pour aller voir les cibles. Donc, ça, c'est le RVO. Et quand on dit qu'on fait de la rééducation oculomotrice, ben, c'est de la rééducation vestibulaire par rapport à l'œil. C'est ça, on n'est pas exact. en train de rééduquer la vision, les deux yeux, faire des exercices de convergence. On n'est pas là du tout. OK? L'autre côté, ben, c'est de la rééducation de l'équilibre. Alors ça, on est habitué comme physiothérapeute, on va utiliser toutes sortes de stratégies dans des environnements différents, sur une surface molle, ferme, les pieds rapprochés, les pieds éloignés, les bras dans les airs, peu importe. Et donc, on va utiliser ça. Là, je mets un petit bémol aussi parce qu'on s'intéresse beaucoup à l'efférence. C'est-à-dire que les gens, on va leur donner, par exemple, ils ont de la difficulté à se mettre en équilibre sur une jambe, on leur donne l'exercice. Ils reviennent après une semaine, 2 semaines. Bien qu'ils aient fait leurs exercices assidûment, ils ne sont pas vraiment beaucoup meilleurs. Puis je me dis, il n'y a pas d'intérêt à ne pas être meilleur, fait que c'est sûrement un désir de s'améliorer. Moi, ce que je mesure, c'est le output. Je mesure ce qui ressort de là. Tout ce qu'il a fait pendant 2 semaines, s'il n'est pas mieux, c'est qu'il a appris à mettre son pied plus rapidement par terre. C'est ce qu'il a appris. Fait que je me dis, s'il ne le fait pas, c'est qu'il manque d'afférence. Qu'est-ce qui fait que le cerveau ne fait pas bien la tâche? Des fois, c'est un manque de perception au niveau des pieds. Par exemple, chez nos patients diabétiques. Oui, qui ont une perte de sensation. Exactement. Des gens qui ont eu la chimiothérapie. Donc, ils sentent pas bien. Donc, le cerveau lui dit, oh, je sens pas bien, fait qu'il suit pas trop au pied. Donc, il reste juste 2 systèmes sur 3 pour tenir l'équilibre. On sait qu'avec l'âge, le système vestibulaire vieillit. On perd des autoconies, on perd de l'efficacité dans nos connexions. Il y a un petit peu d'asthésie avec le temps aussi. Donc, le système vestibulaire est moins performant. Ça peut commencer à être difficile d'avoir notre équilibre. Donc,
quand on travaille l'équilibre, il faut s'assurer que tout ce qui est afférent est optimal, puis sinon, on va le réveiller. Ça peut aussi bien, moi, je vais mettre des grains de riz ou des nouilles dans les souliers de mes patients pour aller stimuler l'arche plantaire. Donc, on va aller voir vraiment, mais quand j'arrive à l'équilibre, je m'intéresse beaucoup à la fonction du pied, comment le pied est en contact avec le sol, comment le corps réagit. Et donc, il faut aller voir toute la chaîne qui monte et pas juste la chaîne qui descend. Oui, exact. Donc, on veut potentialiser les systèmes qui sont peut-être moins efficaces pour s'assurer que l'intégration de tous les systèmes au niveau du système nerveux, ça fasse une harmonie pour se sentir en équilibre dans l'environnement. Oui, puis si tu peux me permettre une petite anecdote. J'avais un patient belge qui avait un problème d'équilibre, ça faisait longtemps, puis il n'y avait pas de problème vestibulaire proprement dit, puis on cherchait un petit peu. Fait qu'il arrive dans mon bureau, je fais quelques tests, puis je comprends pas. C'est drôle, c'est comme si votre cerveau ne tenait pas compte de vos jambes en bas de vos genoux. Ah, il dit, c'est marrant, c'est un Belge. Il dit, c'est marrant, il dit, quand j'étais petit, j'étais plutôt agité et ma mère me disait, reste assis, sinon les souris vont te manger les jambes jusqu'à tes genoux comme du gruyère. À partir du moment où on a nommé ça, et je te jure que c'est vrai, et on est retourné dans le coin, on a fait l'exercice et il était stable. Donc, pour dire comment le cerveau peut choisir de faire des choses, des fois, qui sont assez impressionnantes. J'ai un patient qui avait le vertige des hauteurs. Il allait voir sa mère qui était en résidence, puis il se tenait même pas près de la fenêtre parce que c'était difficile. Il voyageait beaucoup, il choisissait même les aéroports en fonction des hauteurs, puis c'était beaucoup d'évitement, là, très incommodant pour lui. Et quand je l'ai évalué, je comprenais absolument rien de pourquoi il y a un vertige des hauteurs. Pour moi, tout était cohérent. Et je lui ai dit, écoutez, je comprends pas ce qui se passe. Avez-vous déjà eu quelque chose dans votre enfance? Non, tout est beau. Il me revient la semaine d'après, il dit, j'ai parlé avec ma sœur. Il dit, quand j'étais petit, j'ai resté pris 6 heures dans la grande route Beauce-Carnaval. À partir de ce moment-là, à la clinique, on a un escalier qu'une balustrade, on a pu monter. Il était en haut, je peux pas dire qu'il était encore c'était tout à fait résolu, mais il n'y avait pas de diaphorèse, il était capable de le faire, il a pris confiance en lui. Et 3 semaines après, il m'a envoyé une photo de l'aéroport de Dallas, l'endroit qu'il évitait à tout prix. Mais ça témoigne de plusieurs histoires que les gens pourraient avoir. Par exemple, éviter les ascenseurs, éviter les escaliers roulants, éviter les endroits en hauteur. Il n'y a pas un bébé qui sort de l'hôpital quand il vient d'accoucher dans la coquille qui a peur de l'ascenseur. Non, c'est ça. Ça se développe. Éviter les ponts, il y en a qui vont faire ça. Donc, oui, effectivement. Fait que ça fait un peu un lien avec le trouble neurologique fonctionnel ou la perception des sensations, puis l'impact de comment notre cerveau peut nous jouer des tours dans ces symptômes-là. Exactement. Puis là, c'est de voir est-ce qu'on peut juste avec le fait d'avoir trouvé l'élément, de l'avoir nommé, la personne est assez outillée pour pouvoir affronter la bête, ou dans certains cas, on va aller avec des approches là, en psychologie, puis je transfère mes patients. Exact. Puis là, il y a le phénomène d'exposition graduelle à la tâche ou à l'activité qui nous dérange, qui nous fait peur. Oui, puis là, ça amène aussi actuellement la stimulation transcrânienne qui a un effet intéressant là-dessus. On sait que ça aide beaucoup sur l'anxiété, la dépression. Et là, il y a des protocoles qui sont utilisés, puis ça semblerait aussi efficace pour les 3 PD. Oui, puis j'arrive du Physio 360, le congrès de l'ordre, puis ils ont parlé de la stimulation transcrânienne dans les phénomènes de douleur nociplastique, donc les phénomènes de sensibilisation centrale. Il y a quand même des données intéressantes à ce niveau-là. C'est ça. Peut-être conclure avec le principe des exercices d'habituation quand on a des étourdissements, des vertiges. Comment ça fonctionne, le fait de répéter un mouvement qui nous étourdit avec le but final que finalement, ça nous guérisse? Bien, très succinctement, là, il y a 2 concepts quand on va faire la rééducation vestibulaire. On va utiliser l'habituation ou l'adaptation. L'habituation, c'est le fait de répéter la même chose, le cerveau va aimer ça. Il va être en pays de connaissance, il va pouvoir avoir des belles réactions anticipatrices. Mon cervelet va être très, très partant pour faire tout ça. En fait, c'est le but de répéter un geste sportif. T'sais, un golfeur, combien de fois il va pratiquer son coup de départ? Donc, plus on va tomber dans du connu, plus le cerveau va trouver que c'est agréable comme sensation, plus les mécanismes de protection, d'inhibition. Là. Vous savez, si quand tu frappes ta balle au golf, tu fais juste penser qu'il ne faut pas que je lève mon bras trop haut, ça ne fonctionne pas. Il faut lui dire, tu lèves à telle hauteur, mais pas ce que tu dois pas faire. Tu dois le programmer à ce qu'il doit faire. Exact. Une cible précise. Exactement. Donc, c'est un peu le principe de l'habituation. Donc, on va répéter les mouvements. Et aussi, il y a l'adaptation. L'adaptation, c'est qu'on va espérer que les connexions récupèrent, que les voies de contournement soient efficaces. Je compare ça un peu à un réseau routier. C'est comme ça que j'explique aux patients. Puis bon, je dis là, au printemps, là, on a eu un changement d'auteur de terrain. Là, on espère qu'au dégel, ce sera correct, mais pour l'instant, c'est pas fonctionnel. Donc, on va mettre des petites
roue de contournement. Avec les exercices, on va espérer que des voies de contournement se développent, qui vont être efficaces. Puis on va s'assurer aussi qu'on optimise tout, les autres systèmes, en l'occurrence les yeux et le système esthésique. Donc, on va mettre des feux de circulation là-dessus, puis on va s'organiser pour que ça soit le plus efficace possible. Donc, quand on fait notre éducation, on favorise, on espère avoir de meilleures adaptations, de meilleurs circuits neuronaux, puis recouvrer nos fonctions initiales. Et on va faire l'habituation pour que le cerveau soit très, très prêt à aller de l'avant plutôt que tout savoir ce qu'il ne doit pas faire. Ça résume très, très, très bien. Tu voulais qu'on fasse une parenthèse sur le cannabis. Ouais. On conclut là-dessus. Oui. C'est quoi l'impact du cannabis que tu as remarqué? Il y a la légalisation du cannabis, donc peut-être la montée, disons, on peut appeler ça la déstigmatisation de la consommation du cannabis. Qu'est-ce qui a changé dans ta clinique avec l'essor de ce phénomène-là? Ben, c'est une nouvelle clientèle. Mm-hmm. Moi, je suis une vieille physio, fait que ça me fait remplacer quand la planche à neige est venue à la mode. On trouvait des blessures qu'on ne voyait pas. Qu'on n'avait pas avant. Fait que là, mais là, c'est un petit peu la même chose. Alors, je ne sais pas si les gens consomment vraiment plus ou sont plus à l'aise de le mentionner. Là. Tu vois, j'ai écouté un épisode de podcast récemment avec une experte sur le cannabis, puis apparemment que la consommation n'a pas augmenté en soi avec la légalisation. Mais il y a une plus grande consommation, disons, légale que ce que le marché noir offrait avant, de ma compréhension des choses. Ou peut-être que la même personne qui consommait consomme peut-être plus souvent avec c'est plus facile. Possiblement. Fait que peut-être que juste le samedi soir versus 3 fois dans la semaine, ça fait une différence. Fait que, on a légalisé le cannabis. On en a fait une bonne presse aussi pour les douleurs chroniques dans certains cas. On dit que ça diminue les réactions inflammatoires, tout ça. Mais il y a un côté néfaste, là. Qu'il ne faut pas oublier. Il y a des récepteurs de CB1. Il y en a un dans le cervelet. Il y en a beaucoup dans le cervelet. On a dit que le cervelet avait un très, très grand rôle à jouer dans nos rôles posturales. Il y en a dans le thalamus, donc tout le traitement de l'information. Alors moi, je vois des gens qui consultent avec des étourdissements. C'est pas vertigineux, c'est plus des étourdissements. Je fais mon évaluation, j'ai rien qui me pop, là, qui me dit « Oh, je vais travailler sur cet axe-là ». On regarde la consommation. Des fois, c'est 2 à 3 consommations. Pas grand-chose, mais quand même assez régulier. Et je leur dis, écoutez, et quand je vois mes tests, c'est tout le temps subtil, mais ça s'apparente à des gens qui sont en phase de migraine. C'est comme des petites atteintes centrales. Et je les revois une semaine après, c'est plus là. Fait que là, ce que je vais leur dire maintenant, c'est, écoutez, est-ce que vous êtes capable de cesser votre consommation? Si on me dit oui, ce qu'on va faire, on va attendre 3 semaines avant de se revoir. Et on va se faire un contrôle téléphonique. Et la grande majorité du temps, ils disent que les symptômes sont partis. Donc, cliniquement, tu vois vraiment un lien entre le cannabis et certains phénomènes d'étourdissement qu'on peut-être, on a de la misère à comprendre, mais on a des preuves au niveau anatomique qu'il y a certains récepteurs qui pourraient être affectés par ça. Donc, déjà d'emblée, c'est d'intérêt. C'est ça, puis c'est peut-être une consommation plus fréquente va faire que là, il y a une accumulation dans le système. Mais oui, il y a un intérêt. Puis tu sais, chez les cerveaux je pense que c'est les personnes de 18 à 22 ans, ils ont fait une étude, puis une dizaine de consommations de cannabis, on voyait une atrophie du cortex frontal droit. Donc, il y a des manifestations anatomiques. C'est juste que là, je pense qu'il va falloir des études un petit peu plus un peu plus longues pour mieux comprendre. Mais donc, très intéressant tout ça quand même. De consommer en toute connaissance de cause. Oui, exact. Puis c'est bon parce que des fois, les gens n'ont pas nécessairement un plein consentement éclairé à la consommation quand ils pensent qu'il y a juste certains bénéfices mis en valeur, comme ce que tu parlais pour la douleur chronique, mais qu'il peut avoir des effets négatifs à ne pas négliger. C'est ça. Puis des fois, on dit, ouais, mais c'est pas pire que l'alcool. Mais on sait que l'alcool, maintenant, a ses effets aussi. Oui, exactement. Super. Écoute, merci énormément pour cet épisode très riche en informations. On frôle le 2 heures d'épisode. On est peut-être à mon épisode le plus long, je crois. Mais puis les gens pourront pas mettre 1.2 parce que je parle trop vite. Oui, c'est ça. Il va falloir qu'ils l'écoutent à 1. Même ma voix est un peu trop vite pour écouter à 1.2. Mais vraiment une mine d'or d'informations. Merci beaucoup de ta générosité, de ton expertise et au plaisir de se reparler dans le futur, peut-être pour un autre épisode, sachant que dans 5-10 ans, les choses pourraient évoluer. Donc, merci encore, puis au plaisir. Merci de m'avoir permis de partager ma passion. Ça fait grand plaisir. La passion, elle est assurément palpable. Parfait. À bientôt. Au revoir.